Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Faux Départ. Ici Brandon de Récursive, entreprise où on développe des applications mobiles et web sur mesure pour les entreprises. Aujourd'hui, on a reçu Nicolas Aubin, qui est cofondateur de l'entreprise H2H Academy, qui est une entreprise de formation en vente. Donc, en gros, il accompagne des entrepreneurs ou des vendeurs dans des entreprises qui veulent développer leurs compétences en vente, vendre mieux, vendre plus. Donc, aujourd'hui, il nous a raconté son parcours, tout ce qu'il y a en arrière de la cravate en vente, qui lui a permis de développer les compétences qu'il a aujourd'hui, puis de ultimement faire de la formation avec ça. J'étais accompagné aujourd'hui avec Alex Marchand et Alex Hogan qui est venu faire sa petite chronique à la fin. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la formule. Qu'est-ce que vous avez retenu, les gars? Moi, j'ai retenu santé mentale des entrepreneurs dans une économie difficile. Des belles discussions autour de ça. J'ai aussi retenu avoir la peau dure. Puis finalement, faire partie d'un pack de loups, c'est un avantage en vente. On a aussi parlé de peddler et de thermopompe. Fait que sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Ben, fake it till you make it, tu sais, je trouve ça un sujet pertinent avec la vente parce que il y a beaucoup de monde, des fois, qui ont de l'air, justement, de vendre un produit ou un service. Puis c'est drôle parce que dans un de nos derniers épisodes de podcast, on parlait un peu de ça, du genre de... Tu sais, Alex Hormozy, là. Je sais pas si vous avez lu le fameux 100 million offer, là, je me souviens plus du nom. Ça fait partie de mes nombreux livres à lire dans ma bibliothèque, là, mais ouais. En tout cas, il y a trop de monde qui a lu ce livre-là. Genre, moi, c'est mon feedback. Il y a trop de gens qui ont lu ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde en business, puis c'est mon interprétation de ça dernièrement, qui se sont mis à bâtir sur fuck all. Okay? Genre, OK, on a une offre super spéciale qui va te faire que dans ta business, tu vas avoir blanc. Tu sais, j'élaborerai pas sur tous les millions d'offres que j'ai vues comme ça, mais c'est que les gens, on dirait, croient avoir quelque chose, un offre, un produit ou un service, puis ils se mettent à vendre ça, puis malheureusement, ils le vendent. Dans le sens qu'il y a du monde qui achète ça, puis que là, ils vont avoir des résultats très bof. Puis ils livrent pas. Peut-être certains, oui, mais tu sais, mon feeling est surtout sur le fait que quelqu'un qui connaît pas vraiment ça a lu un livre, a une idée parce qu'il veut faire de l'argent, puis qui est bon en vente, puis ça, c'est le danger de la vente, à mon avis. Il est bon en vente, fait que il réussit à en vendre, puis finalement, il délivre pas de l'autre côté, tu sais, quand que... Ce que tu dis, c'est que c'est dangereux d'être bon vendeur, des fois. Tu peux être victime de tes... Ben, pas toi, mais les autres peuvent être victimes de ça. Ouais. Parce que, tu sais, oui, ben, je pense que si t'es bon vendeur puis que tu l'utilises de façon nébuleuse ou avec une malveillance, dans le sens que je vends pour ma poche puis je me calisse bien de ce que le client va avoir comme résultat à la fin de la journée, ben, de un, tu vas vendre et ne jamais revendre. C'est-à-dire que tes clients, ils viendront pas t'en voir. S'ils sont pas contents puis tu as vendu quelque chose qui est pas bon ou qui fonctionne pas longtemps, fait que c'est pas bon pour toi, définitivement. Nous, on dit souvent dans l'industrie, t'en as un, non, scrap-les pas. Mm-hmm. En voulant dire, si t'as vendu de la scrap ou t'as grossé le monde pendant longtemps, tout le monde va s'en rappeler, puis personne va vouloir travailler avec toi. Fait que souvent, les gens qui font ça font un feu de paille, ils vendent, puis après, ils disparaissent dans la brume, puis t'entends plus parler d'eux parce que tout le monde leur court après parce qu'ils leur doivent de l'argent. On passe à JE. C'est la pire affaire qui peut pas t'arriver. Là, la facture. Mm-hmm. C'est bon, merci beaucoup d'être avec nous, Nick, aujourd'hui. Pleasure. Fait que, ça, c'est intéressant parce que avant le podcast, on pose tout le temps des questions dans un formulaire. Puis là, il y avait la question sur le fake it, sur le make it. Puis là, tu parlais que Alex a été une victime de ça un peu à tes débuts. Indirectement, ouais. Victime, c'est un grand mot, là. Je pense que j'ai plus bénéficié de ces early services. Là. Ben, c'est un bon point. Ouais, Alex était la première victime, en fait, officielle qui m'a payé pour ça. Parce que, ouais, quand t'es venu me voir pour que je t'aide avec... quand vous aviez lancé Recursive, là, initialement... Je vendais encore des systèmes d'alarme dans ce temps-là. Je pense que j'étais dans le business d'alarme, si je ne me trompe pas. 2019. Mais tu sais, quand tu parles un peu de branding, tu sais, juste, je t'associais à quelqu'un de sérieux, puis quelqu'un de structuré, puis quelqu'un qui était bon en vente, tu sais, puis à ce moment-là, tu sais, on commençait à commercialiser Récursive, on essayait de trouver une manière de faire ça, puis je voulais bien faire les choses, mais tu sais, c'est le fun des cours d'admin, t'apprends des belles théories marketing, mais comment closer un deal? Je me suis dit, je vais m'entourer de quelqu'un qui connaît ça, puis tu as été mon premier référent, puis honnêtement, ça m'a quand même donné des très précieux conseils pour starter ça. À l'inverse,
le fait que tu m'aies demandé ça a fait en sorte que j'ai commencé à prendre des clients en individuel parce que c'est pas moi qui étais venu te voir, là, genre, hey, veux-tu des cours de vente? Je me souviens, c'est toi qui me dis, hey, peux-tu m'aider en vente? Genre, j'ai besoin de vendre nos services, nanana, je sais pas trop comment m'y prendre, j'aimerais ça avoir tes conseils. Puis j'ai fait, OK, go, ça me tente de faire ça. Je pense que c'était quoi, 100$ que je te chargeais dans le temps, quelque chose de même. C'était là un peu fake. Tu m'as demandé combien je voulais payer en plus, puis je t'ai dit, 100$. Ouais, okay, tu m'as demandé. Tu vois, j'étais pas à l'aise de charger à ce moment-là parce que à toute mon expérience puis mon bagage de formation, j'avais jamais été payé pour directement parce que tout mon bagage de formation, c'était de former mes vendeurs. Fait que, tu sais, quand tu formes ton vendeur, tu veux pas lui demander de l'argent. Genre, non, hey, c'est ça. Paye-moi pour que je te forme, puis après, tu vendras. Ça marchait pas de même, mais non. Ça m'a ouvert les portes de ça, d'ailleurs. Ben, content d'entendre. Parce que là, c'est ça que tu fais dans la vie à cette heure, là, tu formes des vendeurs. Fait que, est-ce que c'est de sa faute? C'est... Indirectement. Honnêtement, quelque part, deep down, oui, dans le sens que ça me donnait le goût de faire ça, puis je le voyais uniquement dans le business pour laquelle j'étais. Tu sais, j'avais pas comme les horizons ouverts à ce moment-là. J'étais comme, je vais former nos vendeurs, puis j'aimais ça être formateur parce que je performais bien. Puis j'étais surtout stable. Il y a des vendeurs plus performants que moi, genre people person, est-ce que les autres, c'était facile de vendre. Shady limite, des fois. Moi, j'étais très stable. Fait que dans la formation, je montrais les bonnes méthodes, la bonne façon. Puis j'aimais vraiment ça, mais là, ça m'a donné le goût de sortir de « Hey, je peux former la vente en dehors », puis ça m'a fait comprendre, je pense, ça un petit peu. Puis après toi, j'ai eu 1, 2, 3 autres clients là, qui sont venus en individuel, que ça a juste donné que c'était... Parce que j'en avais parlé, mettons, à une personne. « Hey, j'ai formé Alex, stick en vente. Hey, tu pourrais-tu m'aider avec telle affaire? » Ah oui, tu sais, comme bouche-oreille. Puis le chemin a continué différemment pendant une couple d'années, mais ouais. Pour répondre à ta question, je dirais ouais, indirectement, ouais. Ouais, parce que toi, ben, dans le fond, si on fait ton background, t'as un background surtout en vente. Je pense que c'est pas totalement en vente, là, si on exclut que... L'entrepreneuriat, là, mais... Ben, veux pas, la job d'entrepreneur, c'est une grosse job de vente, là, je pense. La base, ouais, c'est sûr que si tu vends pas, que tu fais juste des opérations, tu paieras pas tes employés longtemps. Il y en a beaucoup. Tu fais une belle OBNL. Il y en a beaucoup que c'est ça, mais tu sais, je pense, avant tout, si tu veux une business viable, c'est que tu as des clients. Si tu as des clients, c'est parce que tu es capable de vendre quelque chose, là, je pense. Là. Fait que, ça a été... Ma force en entrepreneuriat était plus dans la vente. Puis encore aujourd'hui, je me considère pas comme un entrepreneur qui est, je peux dire, complet dans toutes les sphères. C'est-à-dire au RH, gestion de mon équipe, des affaires comme ça, je m'améliore encore tous les jours. Dans la vente, je pense que j'ai comme une facilité puis un knowledge que oui, j'ai acquis avant. Cool. Fait que c'est ton parcours. C'est où que tu as commencé la première fois que tu as dit c'est ça que je veux faire dans la vie? Long story short, là, je voulais pas faire ça dans la vie, en fait, initialement. J'ai décroché de l'école quand même jeune, je pense 16, 17. Bref, je rentrerai pas dans les détails. J'ai décroché jeune de l'école. Je suis retourné aux adultes. Je voulais finir les adultes. Puis pour terminer aux adultes, tu as besoin d'avoir tous tes crédits. Donc la science, les cours d'éduc, tout ça, ça compte pour des crédits. Puis je pouvais pas avoir mon diplôme d'études secondaires tant que j'avais pas ces crédits-là. Puis un de mes chums qui s'était inscrit au DEP de vente conseil, il dit « Ah, viens faire ça. » Lui, il était comme moi, décrocheur, manquait des crédits. Il s'en allait faire ça un peu dans la même optique que moi. J'ai dit « Ah, ben oui, je vais venir faire ça pour finir mes crédits. » J'étais pas bon, puis j'aimais pas vraiment ça. T'sais, quand j'étais dans le DEP, j'étais pas le meilleur faire ce que je fais là, venir parler en public. J'étais gêné. J'aimais pas ça. Puis même encore aujourd'hui, tu me demandes de parler devant une foule de 500 personnes, c'est pas... J'aime pas ça, me mettre nécessairement sur un stage puis aller parler de moi. C'est pas comme... on pourrait dire un vendeur inné qu'on verrait un peu plus, là, qui est comme allez, pas de stress, il va parler à tout le monde. Fait que bref, fil en aiguille, je suis sorti de là. J'ai été engagé dans les systèmes de sécurité avec Pierre-Luc, qui est mon partner aujourd'hui. Puis lui a vraiment comme cru en moi. Il m'a donné une chance là-dedans en vente. Il m'a vraiment bien formé. Il m'a donné des opportunités. Puis j'ai été opportuniste, je pense, aussi de mon côté. C'est-à-dire que je travaillais quand même très fort, même si je n'étais pas le meilleur vendeur. Je travaillais super fort. Je cognais des portes à tous les soirs. Février, je le répète tout le temps, février 2015, moins 30, à tous les soirs, je cognais des portes. Puis de fil en aiguille, je suis devenu directeur des ventes, franchisé, directeur des franchises ensuite de ça dans cette compagnie-là, Résidentiel Sécurité. Puis j'ai acquis pas mal mon expérience de terrain à travers ça. Puis depuis,
j'ai eu d'autres entreprises. J'ai été enseigné dans le DEP de vente au CFP des Riverains où est-ce que moi-même j'ai appris mes cours initialement. Ok. Fait que ça m'a amené. OK. Puis là, je pense que tu as commencé en faisant du porte-à-porte, si je me trompe pas. Chez Residenza, c'est ce qu'on faisait. C'est comment ça? Cogner les portes? Fabuleux. Je le conseille à tout le monde. Si vous avez rien à faire un samedi soir, allez cogner les portes pour vrai. Non, c'est pas. Parce que là, t'as le cold call, le cold email. Ça, c'est du cold. Cold door to door. Door to door. Ouais. Ça doit être le plus froid que tu peux avoir, là. Ça. Ouais, ben, honnêtement, je préfère cogner les portes que faire du cold call. Ah ouais? Ouais. Parce que le cold call, t'as moins de contrôle. La personne, ça décide de te raccrocher la ligne au nez en 2 secondes, elle te raccroche la ligne au nez, puis genre, je peux pas crisser mon pied dans la porte, je m'en allais frapper si quelque chose en dessous. je peux pas glisser mon pied, genre, excusez monsieur, attendez. Tu sais, aux portes, on avait comme un certain contrôle, puis tu vends beaucoup plus ta personne, ta prestance, le non-verbal joue pour quelque chose, alors que cold call, ben, t'es capable de faire transmettre ça aussi, mais le niveau de difficulté, à mon avis, est plus élevé. Mais le success rate justement en door-to-door versus cold call, est-tu pas mal plus élevé? Similaire. OK. Quand même similaire en termes de conversion. Là, si tu regardes, mettons, quelqu'un qui va faire... Là, on pourrait parler dans une industrie B2C, business to customer, mais je fais 100 portes ou 100 appels, à peu près le même résultat. Ouais, pour quelqu'un qui est average ou qui est plus ou moins bon, ça va être 1% de taux de conversion OK. au début. Puis la raison pourquoi vous le faisiez en porte-à-porte versus en cold call, c'est parce que ça se vend mieux. Des systèmes d'alarme, ça se vend mieux de cette façon-là? Ou? Oui. En fait, c'est sûr que le système d'alarme se vend bien de cette façon-là parce que on avait une stratégie, en fait, directement, qui était de faire des échanges de services dans les secteurs. Nous, on voulait la publicité, mettons, dans le secteur, mettre des petites pancartes sur les terrains des gens. Factice, la publicité, on aurait mis une pancarte pareille d'une façon ou d'une autre, bref. Ouais. Mais tu sais, on arrivait avec la petite pancarte dans les mains, puis il y avait un aspect visuel à ça. Hey, regardez, si on met la pancarte sur votre terrain, en échange, on vous donne un équipement pour sécuriser votre maison. Ah ouais, rentre en dedans. Parle pas le genre, tu sais. Fait que c'était comme un opening facile. Si je fais ça au télé, ça se faisait parce qu'on en avait une centrale d'appel à ce moment-là. On avait, je pense, 15 personnes qui étaient dans la centrale d'appel. Puis on avait le programme de porte-à-porte en même temps. Pierre-Luc pourrait dire les chiffres exacts, mais le programme de porte-à-porte coûtait 2 fois moins cher, pas de salaire, juste des commissions. La centrale d'appel au cold call, c'était des salaires parce que du monde qui vient de faire des appels comme des téléphonistes, ça leur prend un salaire. C'est pas comme la même réalité. Puis la centrale rapportait moins pour beaucoup plus de dépenses. Fait qu'ils ont fermé la centrale, puis on a juste focusé à développer des équipes de porte-à-porte. Mais là, t'as dit que c'était 100% en commission. 100% commission. Fait que si tu closes à personne, Pas t'as de payé. salaire. Pas de salaire. 6 rough. mois, pas une scène au début, OK. quand j'ai commencé. 6 mois? Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché après 2 semaines? Je me suis fait calisser dehors. Ah ouais? Ouais. En fait, j'avais fini mon DEP en vente, puis autant que j'avais pas aimé, puis j'étais pas nécessairement bon, mais je pensais que j'étais bon. Tu sais, j'avais comme un petit ego à ce moment-là, là, puis une fierté de dire, hey, tu sais, j'ai fait mon DEP en vente, aussi, puis fait que j'écoutais pas trop ce qu'on me disait de faire, puis je faisais quand même à ma tête. Fait que je finissais juste par dire, Chris, c'est de la merde, puis de blâmer un peu tout. Ah, les clients, lui, c'est pas bon, lui, est-ce de menteur, m'a pas rappelé. Tu sais, ce que le vendeur commun va faire, là, genre blâmer un peu tout l'externe, mais pas lui. Ben, je faisais ça, puis une année, ben, j'étais rendu nocif pour l'équipe. Fait que PL, à ce moment-là, il a dit, tu colles son camp. Genre, il dit, cette année, c'est assez, là, genre, t'as pas le bon mindset, on fera rien de bon avec toi. Dans le fond, il m'a crissé dehors. Puis il m'a engagé 3 ou 4 mois après parce que je voyais un de mes chums qui était là encore. Puis que lui, il performait, puis il faisait de l'argent. Moi, ça me faisait chier. Fait que ça a comme à donner, je voulais retourner, il est venu vers moi en même temps. Je suis retourné avec un mindset différent, puis c'est là que ça a commencé à fonctionner. OK. Puis ça, tu sais, en door-to-door de même, des fois, tu dois pogner du monde qui veulent pas te voir ou au mauvais moment. Tu sais, t'as-tu des histoires de monde... Des histoires drôles de colportage? Ah ben, première des choses, c'est pas des fois, c'est tout le temps que le monde ne veut pas te voir. Il y a personne qui t'attend à ce que tu cognes chez eux. Là, rare en crise sont les gens qui vont ouvrir la porte. Hey, salut, rentre donc! Mais ça doit arriver, tu sais, du monde, mettons, peut-être des personnes âgées, du monde que, justement, ils ont juste ça à faire, jaser, puis que... Il t'accroche dans la porte, puis il te parle pendant... Il essaye de te parler pendant 1 heure. Là. Ben, il veut, mais ça, c'est ton risque. Puis quand t'es
es au début puis tu commences, c'est là que tu accroches là-dedans. Parce que tu dis, quelqu'un qui me parle enfin. Ça fait 7 qui me ferme la porte tournée, puis là, t'es juste content d'avoir une discussion. Ouais. Mais quand tu comprends la game, tu vas vite te défiler de là, tu sais, parce que t'auras rien à gagner sur un deal ou est-ce que la personne avait juste te jaser puis elle a complètement pas d'intérêt. Fait que notre job, c'est le capable de filtrer rapidement. Ça vaut-tu la peine que je prenne du temps là ou ça vaut pas la peine? Puis celui que ça vaut la peine, s'il me dit non, je dois réfuter aux objections puis comme creuser pour essayer de rentrer. Mais oui, tu sais, pour répondre à la question, il y en a beaucoup de monde qui nous ferme la porte au nez. Puis une manière, tu développes des mécanismes pour te protéger. Puis je pense que c'est là qui différencie ceux qui vont être capables de le faire longtemps de ceux qui vont faire, parce que j'en ai recruté en crise du monde, de ceux qui vont le faire une fin de semaine, vont faire non, oublie ça. Moi, je ne retourne plus jamais faire ça. Puis j'ai déjà vu du monde calisser leur camp sans m'avertir. Là. Je les ai formés pendant 5-6 heures chez nous. Je les ai amenés sur le terrain une journée avec moi. Le moment que j'ai laissé tout seul au porte-à-porte, faisait 6 heures, je m'en allais le voir dans le secteur. C'est plus là. Je l'appelle, il répond pas. Plus de nouvelles. Non. OK. Mais ça, c'est commun, là, quand même. Colin, OK. Ouais. C'est dur, j'avais fait une fois, je pense, ça m'est arrivé de faire du door-to-door. C'était une amie de cégep qui avait starté une franchise Vitre-Net à l'époque. Puis là, elle me disait, hey, Alex, t'as l'air de vouloir, t'as l'air d'être bon en vente. Ça tente-tu d'essayer ça, faire une tournée? J'ai fait un quartier au complet avec, pas signé une crise de vente. Puis moi aussi, ça a été un soir. Puis comme, bah, c'est que je vais faire autre chose. J'étais parti d'une business de lave-auto à domicile à Péret. Puis bon, ça a été un autre chemin finalement. Là, mais T'avais-tu réussi à en vendre? Des lave-autos? Ouais, parce que ça se fait bien au porte-à-porte, ça. Ah ouais, c'est vrai. Ben, j'avais même pas fait de door-to-door, par exemple, mais j'étais allé par contact interposé. J'ai réussi à rentrer dans une shop d'assurance, pas trop loin, mais on salue les gens de la Turquoise à l'époque. Merci Ginette. puis c'est ça, j'avais réussi à faire un bureau pas mal au complet. Fait que pendant cet été-là, j'ai fait quand même de quoi comme de 3000$ de chiffre d'affaires à coût de 25$ en avant des shops. Puis je me suis décrissé le dos pour la vie. Mais le porte-à-porte. Ah ouais. Alors je travaillais mal. C'est que je travaillais mal. Ouais, donc ça... Mais j'imagine tout ce qui a rapport avec une maison que tu peux estimer comme live on the spot, ça doit bien se vendre en porte-à-porte. Là, mettons, moi j'en vois tout le temps passer qui vendent, tu sais, qui sprayent ton asphalte, là, ou qui font ton asphalte, là. Juste un refresh, des ouais, fois, là. ouais. Tu sais, des affaires de même. Ouais, le plus facile, c'est ce qui est visible à l'œil. D'ailleurs, tu sais, l'asphalte, là, si ton asphalte est tout défraîchi, là, comme je pense à la mienne chez nous, que j'ai une batterie qui a coulé dessus cet été, que j'ai tout mon... C'est tout orange à cause de la batterie, c'est effrayant. Quelqu'un passe, c'est sûr, je dis oui, c'est refait. Fait que, mais tu me forcerai pas à le message est lancé. Vous les cognez chez nous, je vous donne un indice, j'habite Saint-Charles-Borromée. Une cour avec une batterie qui s'est vidée. Mais ouais, puis tu sais, mettons ça, genre, je mets à l'asphalte, c'est super facile. Puis l'autre chose, c'est moi, j'ai beaucoup de clients là-dedans. Dans GH Academy, on a beaucoup de clients qui startent des fois des jeunes en construction ou du monde qui étaient employés puis qui ont décidé de se lancer à leur compte en construction. Mettons dans la toiture, là, c'est tellement facile. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, va pas cogner à la porte que tu vois que la toiture est flambant neuve. Là. Tu sais, tu vas aller perdre ton temps. Là, la personne, elle va te dire, je viens de la refaire. No shit, Sherlock. C'était comme. Mais c'est facile, tu le vois. Là, t'es comme. Cogne à la porte. Oui, bonjour, madame. Hey, venez avec moi 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Tu recules de 4 pas. Elle se pose des questions. Pointe-le toi. Elle check. Ah ouais? Ouais, votre toit, il est scrap, madame. Hein? Non, mais tu sais, aussi simple que ça. Tu viens de trigger un lead potentiel que beaucoup de gens dans le marketing ou ailleurs qui vont payer 30-40$ pour avoir un lead de quelqu'un intéressé, mais il y a moyen de faire de la business sans se casser la tête en marketing puis avoir un esti de setup de fou en arrière, juste avec tes knuckles, t'es capable de faire quelque chose de bon. T'sais. Je pense même que c'est une technique de vente que tu m'as apprise aussi, là, mais tu sais, de peser sur le bobo, puis je le vois un peu dans la toiture, tu recules avec, tu y pointes, puis ça va couler, ça. Là, là t'es sûr que les dommages que ça pourrait faire, puis là, tu peux tellement juste dire, voici le risque que ça représente, qu'est-ce que tu as devant toi. C'est une super belle manière de... Mais c'est notre job. Tu sais, c'est ça notre job de vente. Il y a du monde qui perçoivent la vente, puis tu sais, pas mal de monde perçoivent la vente comme genre, tu sais, c'est un peu crosseur. Des fois, le vendeur, il pense juste à leur poche et tout. Mais tu sais, quand t'es entrepreneur, ou même si t'es juste vendeur et tu vends des chars, faut pas que tu penses juste à cette vente-là. Faut que tu penses à la prochaine vente aussi. Parce que si tu fais une bonne vente avec ton client et il est content, il va te racheter ou il va te référer à quelqu'un. Fait que tu sais, comme genre, on est là pour aider. Fait que si je vois que sa toiture est en danger puis qu'il y a des possibilités que ça coule, c'est ma job là, d'y faire comprendre. Puis aussi, au pire, si elle n'achète pas avec moi, puis elle va voir mon compétiteur 2000$ moins cher, ben, c'est ma job d'y faire comprendre que à 2000$ moins cher, peut-être que la job elle va être 50% moins bien faite que la mienne. C'est encore une fois ma job de le faire. C'est son choix de voir avec lequel elle va. C'est ma job de dire, si t'es prêt à botcher, tu sois prêt à avoir des résultats botchés. C'est tout.
C'est clair. Puis ces risques que ça coule s'il va avec quelqu'un qui botche la job sont aussi élevés que s'il ne refaisait pas sa toiture. Fait que c'est quand même Ça devient assez évident, effectivement. Ah, c'est clair. Puis je pense que, tu sais, comme tu le mentionnes, la job d'un bon vendeur, c'est de pas closer aussi si ça mérite pas d'être closé comme deal. Là. Fait que, comme ça, tu juste bâtis une réputation. La personne sait c'est quoi tes services. Puis au moment où elle va avoir un vrai besoin, elle risque de se rappeler de toi en maudit. Puis là, ça va faire en sorte que ça va contribuer à ta réputation de revente. Là. C'est ce qui explique la mauvaise presse des vendeurs. Les gens qui closent alors qu'ils ne devraient pas, tout simplement. C'est-à-dire que le besoin n'est pas là ou le client, c'est pas ce que... Il y en a, je vais penser, mettons, d'un char des fois, là, puis désolé, les gens dans l'automobile, c'est juste ce qui m'est venu en tête en premier. Mais le client, il rentre, je veux magasiner. Là, parce qu'il en reste un en stock, là, que genre, c'est lui, là, il va dire, oui, lui. Mais ce que tu aurais dû faire, c'est qu'il en prendre un en commande, il fait attendre 3 semaines parce que c'est lui qui avait besoin, pas de vider ton inventaire puis de te faire un +1 dans tes stats parce que tu veux fermer ton mois. Là, le client va revenir, il va faire ouais, finalement, j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça, c'est mon char, mais tu m'as dépêché à prendre. You're bad, c'était à toi de prendre ton temps, tu sais. Fait que c'est là que ça donne mauvaise presse parce que les vendeurs pensent souvent trop à leur poche, puis ils vont pas disqualifier, quitte à dire hey, je l'ai pas le char si que tu as besoin, ça serait 3 semaines. Le client, ça se peut qu'il ait acheté ailleurs. Ça se peut qu'il ait acheté ton compétiteur qui lui l'a en stock. Might happen, mais tu ne rendras pas nécessairement service de vendre quelque chose qu'il n'a pas besoin. Puis c'est là où que les gens l'échappent en vente, ils ne disqualifient pas. Ils qualifient tout le monde. Quelqu'un vient de voir, oui, je peux te faire ça. Faut que tu apprennes à disqualifier des gens au lieu de vendre à tout le monde. 100%. Mais là, on parlait de porte-à-porte. D'avoir des histoires, là, crunchy. Oui. Écoute, il y en a plein des histoires de porte-à-porte. Je parlais de mécanisme tantôt, il y a quelque chose qui m'est monté à la tête. Moi, mon mécanisme pour pas me fâcher quand je cognais des portes, c'était d'être cocky un peu des fois, puis juste comme me payer un peu la gueule du client en me faisant du fun. Puis je vais toujours me souvenir un gars, une année, je cogne à sa porte, je fais mon script d'habitude. Bonjour monsieur, nanana. On aimerait ça avoir de la visibilité sur le terrain. Je me mettrais une pancarte sur votre terrain si vous voulez nous aider, puis en échange, je donne l'équipement. Pas besoin de ça, moi, un système d'alarme, je suis pompier, puis il y en a pas de stress, moi, des chums dans la police aussi, puis bien sécurisé ici. J'ai tabarouette, puis il dit, puis en plus, j'ai des chiens dans la maison, il y en a pas de stress. J'ai tabarouette, fait que votre chien, c'est lui qui appelle, dans le fond, à la centrale quand vous êtes pas là. J'ai dit, il était écœurant, votre chien, monsieur, ça n'a pas de sens. Puis là, le gars, il tu sais, puis il me ferme la porte au nez. Mais moi, je me suis trouvé drôle, tu sais, fait que je passe dans mon autre porte, tu sais, je le voyais déjà, tu sais, juste au caractère de la personne qui arrive, la façon qu'il te répond, là, genre, comme si t'étais une merde, là, techniquement, qui te parle, là, fait que j'ai même pas le goût de l'avoir comme client de toute façon, là, ça revirera pas de bord, fait que je me dis, j'aime mieux m'amuser avec ça à ce moment-là. Les occasions n'étaient pas toujours là, mais tu sais, ça en est une qui m'est restée marquée en tête parce qu'elle était tellement bonne, puis j'étais fier de moi, tu sais, avant d'aller à mon autre porte après. Puis c'était une journée de merde, cette fois-là, je m'en souviens, là, c'était comme, ça rentrait pas, mais ça m'avait fait du bien dans ma Qu'est-ce que c'est bon. Nice. Je pense que t'en as fait avec Vincent chez Récursive aussi du door-to-door, ça se peut-tu? Ouais, Vince, il a fait quand même plusieurs mois avec nous. Il était chez Résidentiel? Ouais, je me souviens pas combien de mois. C'est Pierre-Luc qui l'avait engagé, puis c'est moi qui l'avais formé. Mais on avait fait ensemble, on doit avoir travaillé 5-6 mois certainement ensemble. Vince, il a pogné le pace au début, c'était tough, mais il avait pogné le pace à un certain moment, puis il était rendu quand même assez steady dans ses ventes. OK. Il est tellement calme quand il arrive aux portes avec sa vente. Bonjour monsieur, comment ça va? il y avait un calme là, pour de vrai, pour comme... Puis des fois, j'étais impressionné parce qu'il rentrait justement avec des messieurs, des madames que moi, peut-être j'étais moins patient à cette époque-là, j'étais plus jeune, fait que personnes âgées que genre j'avais plus... C'était toujours ma lacune, plus jeune de cliquer avec des personnes âgées parce que j'étais comme trop, on dirait, énervé ou ça marchait pas. Mais Vincent était tellement bon, je m'en souviens, puis il prenait son temps, puis il sortait des ventes, j'étais comme shit, good job. C'est clair, puis ça l'a suivi, je pense même aujourd'hui, son expérience de door-to-door, parce que c'est qui est fonceur, Vincent, il m'impressionne. Là, il a pas peur d'aller au-devant, puis il a pas froid aux yeux, puis quand c'est temps d'aller parler à quelqu'un, il y va. Puis non, c'est vraiment... C'est une des raisons pour laquelle quelqu'un, des fois, tu sais, je demande qui me... c'est quoi la meilleure formation à faire, à part la mienne? La meilleure formation en vente à faire, c'est d'aller cogner les portes. Tu sais, puis pas des portes genre une soirée, là. Mais tu sais, de cogner des centaines de portes, parce que tu parles à 100 personnes complètement différentes, dans des situations complètement différentes. Il y en a un style que les enfants, ça arrive souvent, mais
les enfants, ça panique, t'arrives sur l'heure du souper. L'autre, tu sais, tout le monde a des situations différentes, fait que ça te permet vraiment de prendre le pouls de comment s'adapter au monde rapidement, là, dans un délai de 5-6 secondes, d'être capable de désamorcer la personne qui est comme, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que c'est un bon test pour n'importe qui voudrait augmenter ou améliorer ses skills de communication. Va te casser la gueule en porte-à-porte. Clairement. Puis même, moi, ce que j'ai trouvé dur dans la prospection, là, parce qu'on en a fait plus qu'à l'habitude dans les derniers mois, on a travaillé là-dessus avec toi d'ailleurs, mais c'est le rejet aussi, là, c'est le moment où, en tant qu'humain, t'aimes ça quand le monde te trouve smart, c'est comme de quoi qui est assez facile d'aimer, là, mais là, tu te mets vraiment dans une position qui est très vulnérable où les gens sont, comme tu dis, soit sont occupés, ils ont leur famille à s'occuper, ou même, dans le cas, on fait plus du business to business, ben, ils sont dans leur journée, ils ont des meetings, ils ont des préoccupations, ils ont des enjeux. Le style vendeur les appelle, il n'y a pas le temps de leur parler. Là. Fait que t'es mieux, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles, là, tu sais? Si en plus, encore plus sur leur numéro personnel, si c'est le numéro personnel, c'est un autre game, là, mais, mais c'est. Il faut avoir la peau dure, ouais. Contact direct. Ouais. Mais ça, faut avoir la peau épaisse pour être capable de passer à travers ça. C'est pas évident, tu sais, comme. Mais je pense que tu dis comme en travaillant, fait avec du door-to-door, t'es capable de développer ce skill-là. C'est pas demain matin que tu vas avoir la peau épaisse puis tu vas te calisser de tout, là, tu sais, je veux dire. Personne n'est insensible au rejet. Là. Je pense que l'humain, en général, n'aime pas le rejet. Là. C'est pas quelque chose que tu vas faire comme « Yes, ça fait 7 qui me dit non! » Mais c'est con, mais c'est ça qu'il faut que tu développes. T'sais, dans le sens que c'est une mentalité de numbers game, parce qu'il y a un numbers game dans la prospection. Plus que j'ai de non, plus que j'ai de oui. Fait que si j'étais à 7-8 non, là, je me rapproche d'un oui. Il y en a un quelque part, là, tu sais. Vous êtes des gars de chiffres quand même. Là. Comme un gambler. Dieu! C'est ça! Ça va payer. T'es dans la machine toute la nuit, ça fait 5000 t'as mis dedans. Ça va payer. Ça fait 5 fois que c'est noir, là, ça va être rouge. La différence entre le gambling et la vente comme ça, c'est qu'il y a un élément supplémentaire puis c'est tes skills. Alors que quand tu joues sur la machine, parce que je suis quand même un pas pire gambler, surtout une machine, j'aime bien ça. C'est juste des faux espoirs. T'es comme là, elle a fait ça, elle va payer tout à l'heure si je le sens. Ça s'en va dans le bon sens. Mais tu sais, au porte-à-porte, t'es capable de faire comme hey, j'ai fait ça de pas correct. Ou celui-là, je sais que j'aurais pu dire ça différemment. J'ai fait une erreur, je peux m'améliorer. La machine, je la flatte des fois, puis honnêtement, ça marche pas. J'ai tout essayé. C'est bon. Clair. Mais y a-tu des fois que tu t'es fait revirer solide, là, tu sais, que ça a mal fini, là? Moi, personnellement, je suis quand même bon pour désamorcer, fait que j'ai jamais eu de situation extrême, mais j'ai un de mes vendeurs, je ne le nommerai pas parce que j'ai pas demandé la permission, mais j'ai un de mes vendeurs qui était quand même cocky, tu sais, puis qui était crissement solide, là, genre il arrivait puis il avait pas peur. Lui, des noms, encore lycée, ça ne le dérangeait pas dans une journée, il pouvait passer 4 heures à avoir des noms puis closer 3 ventes back-to-back à la fin de sa journée parce qu'il est cherché à ces 3 ventes, tu sais. Puis une année, il était rentré dans une maison, puis la femme était là, elle ouvre la porte, elle est comme « Ah oui, rentre système d'alarme, si ça m'intéresse. » Je pense qu'il est en train de signer le contrat, là, ou quelque chose de même. Puis il entend soudainement le mari en haut qui sort de la douche, genre « Hey, c'est qui est là? Un asti de vendeur? Nanana. » Puis le gars, il descend, genre, puis il est en tabarnak. Je sais pas trop comment ça s'est passé à ce moment-là, mais je pense qu'il m'a dit qu'il a pris son bat de baseball, genre, puis qu'il est venu comme « Tu décalisses de chez nous, sinon je pars après toi. » Fait qu'il est comme, il s'est envenu. « OK, c'est beau, bonne journée, je calisse mon... » Tu sais, fait que Marie jaloux un peu que le gars est avec sa blonde, là, tu sais, il y a du monde, tu vois toutes sortes de personnes, mais tu sais, là, ça n'était un bon exemple. Une autre fois qui était quand même drôle, ça m'est arrivé à moi. Je faisais ce qu'on appelait du takeover en porte-à-porte. Fait que c'est dans des journées pluvieuses, au lieu d'aller cogner genre toutes les portes, je spottais des collants. Fait que nous, ADT, c'était notre gros compétiteur, mais aussi mon meilleur ami parce qu'il vendait plus cher. Puis moi, j'étais capable de coter les prix de tous les gens qui étaient avec ADT. Puis là, j'étais à Québec cette fois-là parce qu'on voyageait beaucoup. Puis je tombe sur une maison dans un petit chemin, un rang à Québec, genre, j'arrête, je m'en vais, c'est sombre quand même dans la maison, je cogne. Là, j'attends, ça répond pas, je recogne une deuxième fois et je vois quelque chose bouger. Quelqu'un s'en vient, ouvre la porte, c'est une madame qui est en déshabillé. Genre, dans ma face, mais elle attendait pas que ce soit moi qui arrive à la porte, mais définitivement pas. Fait qu'elle a ouvert, genre... Allô, puis elle fait « Oh, tabarnak! » Là, même moi, tu sais, j'étais gêné pour elle. J'ai dit « Oh, excusez, madame,
C'est quoi? T'étais pas celui que j'attendais. No shit. J'ai pas tout bien que je sais que t'attendais. Puis là, ça s'est fini sur un froid. J'ai comme fait, OK, bonne journée. Puis peut-être un truc pour se débarrasser de toi aussi. Soit ça ou elle voulait d'autres choses, je sais pas. Hein. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est un bon truc pour éloigner les témoins de Jéhovah. Tu réponds en boxeur le matin. J'ai jamais essayé ça. Moi, je suis gentil, j'ai laissé faire leur pitch, genre, je suis comme. Non, merci. J'écoute pas. Je vais pas te dire. Non, mais honnêtement, je suis pas très dans la religion et tout. Fait que quand quelqu'un me parle de ça, il arrive aux portes, j'écoute pas. Mais j'écoute tous ceux qui vendent, genre. Là, c'est rare d'ailleurs, là, opportunité. Là. S'il y a personne qui cogne aux portes, c'est en site, je me fais jamais achaler. Là. Fait qu'il y a moins de gens qui cognent les portes. Mais, tu sais, quelqu'un qui vient vendre, mettons, la dernière fois, je pense que c'était. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, HelloFresh, cogne aux portes. C'est le dernier qui m'ont fait un pitch. C'était correct. Attends, ils viennent aux portes? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et comme on vend des abonnements HelloFresh. Y a-tu la boîte pour toi en live? Non, mais ta commande, genre, avec lui sur son pad, puis il te donne un rabais directement à ce moment-là. Mais. Bon, ça doit marcher. I guess, sinon il ferait pas ça comme ça. Ouais. Mais je reçois plus de cold call que de porte-à-porte. Puis souvent, quand je reçois un cold call, 90% du temps, il est mauvais. Fait que j'appelle la compagnie que je me suis fait cold call. Et je dis, hey, salut, genre. non, mais c'est. Des fois, je les appelle pas ou je dis à mon équipe, mettons, j'ai appelé cette compagnie-là, genre, Target Télé, faites quelque chose ici parce que, genre, je viens de me faire cold call. Puis pour pas les nommer, mais les entreprises, il y a HelloFresh que j'ai nommé, c'était quand même pas mauvais le pitch, mais c'est des compagnies de viande, genre livraison de viande, là, ils appellent tout le temps. Là. Il y en a plein, là, des compagnies que. Genre, ils disent, ah oui, on livre de la viande à la maison, des viandes fraîches, non, on pourrait vous livrer ça une fois par mois sur votre balcon. Là, j'étais comme, non merci, genre, c'est correct. Mais ça, j'essaie de les targeter de l'autre bord parce que vous pourriez avoir des meilleurs résultats. Tu sais, si tu m'aurais dit, est-ce que t'es tanné d'aller au métro acheter de la petite viande, genre bof, payer 2 fois le prix, boire rien? Peut-être. Juste ça, elle m'aurait trigger autrement que d'essayer de me vendre ça. Fait que il y a des trucs faciles qui pourraient améliorer. Clairement. Puis je pense, au bout du compte, les gens aiment, ce que j'observe là, avec les statistiques récemment, tout ça, les gens aiment ça jaser de leurs affaires. Là. Tu peut-être un problème duquel ils ont le goût d'échanger puis sur lequel ils se questionnent, puis ils vont s'ouvrir à toi comme un livre ouvert. Là. Pas tout le monde, encore une fois, là, mais est-ce que c'est plus facile d'ouvrir une discussion quand tu as un problème concret? Si tu poses des bonnes questions. Ouais. Ben, c'est là la compétence la plus importante à développer, c'est d'être capable de poser les bonnes questions. Parce que quelqu'un qui fait juste dire, oui, bonjour, je vends nanana de telle compagnie, on vous appelle parce que vous avez gagné un rabais. Tu parles au jeu puis tu parles juste de toi, ou la personne est comme, OK, je comprends que tu veux me vendre en ce moment. C'est quoi vos problèmes que vous vivez avec ça en ce moment? Ouais. T'as pas l'air mais, convaincu. Ben, je sais pas. On dirait, c'est peut-être parce qu'on est trop dedans, là, mais on dirait, moi, quelqu'un qui m'appelle que je connais pas, qui parle de moi, là, tu le vois venir à 100 000 à l'heure, là, que c'est un vendeur. Là. Mais toi, t'es un analytique. Non. Non? Ouais, il est un analytique directif. Là. Mais il y a ça les couleurs, par exemple. Okay. Elle dit jamais comme... couleur. T'es un... non, mais c'est correct. En vente, mettons, tu me vends, là, je suis un client, effectivement, je suis analytique un peu plus. Là. Mais pas toi. Non. Toi, t'es plus expressif aimable. Ouais, expressif aimable en vente, mais si c'est moi qui achète, par exemple, je suis directif. C'est vraiment contextuel. Moi, c'est fais-moi pas perdre mon calice de temps. Là. Puis j'ai raccroché au nez de pas mal de monde. C'est contextuel. Je suis pas intéressé, merci. Juste s'ils sont mauvais. Là. Mais ça m'est arrivé quand même souvent. Là. Ben, je pense que la réalité, c'est quand, mettons, tu cold call ou tu prospectes, ou même du marketing, tu sais, vous en faites du marketing, j'imagine. Le meilleur hook ou ce qui va attirer le client, c'est quand tu vas l'interpeller par sa situation, qui va se sentir hey, c'est à moi que ça parle, c'est ma situation, c'est ma problématique. Fait que tu sais, des fois, on lance des lignes là, quand on cold call là, en voulant dire hey, est-ce que c'est ta que vous vivez en ce moment dans le business ou qui te fait chier? Ça se peut que tu le prennes personnel, mais que tu fasses comme ouais. Quoi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est vrai, le monde va réagir de même. Ouais. T'es qui? Bonne question. Là, je peux partir. Non, mais je t'ai hook quand même. T'as eu quand même mon écoute au lieu que je t'aurais dit bonjour, je peux t'aider à faire nanana. T'aurais fait non, merci, bonne journée. Rapidement. Ouais, mais en même temps, il se disqualifie vite. Oui. Mais bref, c'est d'avoir le script approprié pour les douleurs. Puis en même temps, il y a plusieurs types de personnes qui vont réagir différemment. C'est un numbers game. Là. Tu commits à une stratégie puis que tu l'exploses, je pense. C'est ça que je retiens de tout ça. Là. Tant que tu n'as pas fait sans appel,
t'as pas vraiment de stats. Oh non, t'as fuck all. Fait que ça fait combien de temps que t'as fondé H2H? H2H, ça va faire 3 ans en décembre, dans le fond, qu'on a commencé officiellement, comme je peux dire le marketing, parce que ça a commencé par du marketing, mais avant H2H Academy, on avait ce qu'on a appelé H2H Companion pendant, ça roulait 1 an, pratiquement. C'était comme un petit automation LinkedIn qu'on mettait en place pour générer du lead. Dans le fond, on avait beaucoup de courtiers, de conseillers financiers, de petites PME qu'on avait vendu ce service-là, moi, PPL. Puis la problématique quand on vend des leads, c'est que le monde ne close pas. Fait que nos clients étaient comme, ouais, là, les leads, c'est bof. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Il faut un point d'interrogation. Oh, oui. Mais comme on donnait des leads, les gens avaient quand même beaucoup de leads dans leurs mains, puis là, ils lâchaient notre service. Nous, on était comme, c'était genre 500$ par mois qu'on vendait ça. C'était pas beaucoup de frais d'opération. On avait des bonnes marges, mais les gens restaient pas. Fait qu'on était comme, c'est plate. On a bâti ça pour que le monde reste. Puis on s'est rendu compte que la raison pour laquelle ils restaient pas, c'est parce qu'ils vendaient pas. Fait que là, on a commencé à faire, OK, bon, comme je faisais avec toi, on allait en consultation. Je prenais une rencontre, je regardais ce qu'il faisait, on décortiquait son processus de vente. Puis là, j'étais comme, on part de loin. Fait que on remontait ça, mais gratuitement, pour qu'ils restent. Mais maintenant, on crée, ça n'a pas de sens. On travaille 2 fois plus pour les aider dans les ventes, pour vendre une affaire à 500$. On mettait genre 3-4 heures par client par mois. C'était plus rentable, là, en plus du setup. Fait qu'on a décidé de faire fuck le marketing. On va aller aider le monde en vente. Il n'y avait personne à ce moment-là, en tout cas en 2021. On n'avait pas de compétition qui formait en vente, qui était brandée genre vente au Québec. Là, on a de la compétition. On a beaucoup de monde qui ont sorti depuis ce temps-là. Mais à ce moment-là, on était Lone Wolf. Fait que c'était comme une belle opportunité de lancer vers ça. Vous êtes allé chercher pas mal de parts de marché quand même. Là. Je sais qu'il y a une belle croissance depuis le temps quand même. Vous avez bâti une équipe autour de ça. Vous avez différents services qui se sont développés aussi. Là, de la formation en ligne, de la consultation, du coaching. Oui, ben initialement, tu vois, c'est une drôle d'histoire, mais initialement, on était comme, on va s'adresser vraiment genre aux travailleurs autonomes vendeurs. Tu sais, dans notre tête, c'était comme, on va mener un cours de vente pour les vendeurs. Puis la réponse qu'on a eue, au début, c'était pas peu. On vendait vraiment pas cher notre accompagnement. Fait que c'était comme biaisé. On avait des vendeurs, on avait des travailleurs autonomes, puis on a comme ça a bien marché. Mais plus qu'on augmentait notre prix, parce qu'on a parti tellement pas cher que là, on voulait l'augmenter avec le temps, c'était comme shit, les vendeurs, ils veulent pas payer genre 4-5 000$ pour une formation. Là. Genre, ils vont demander à leur boss de payer pour eux. Fait qu'on a fait le pivot. De un, moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment plus. Mais on a fait le pivot vers les entreprises. Fait que, comme vous autres, entreprises qui ont des gens aux ventes ou que l'entrepreneur, c'est la personne dédiée aux ventes, mais qu'il y a quand même du monde et du staff en arrière, ou est-ce que quand on travaille avec eux, ben, les répercussions sont quand même plus grandes. Fait que oui, on a pris des parts de marché, je pourrais dire, mais plus au niveau de la vente auprès des entrepreneurs. Puis notre compétiteur indirect, c'est genre les agences de marketing. Parce que le monde, ils veulent des ventes, mais ils pensent qu'à cause qu'ils ont des leads, ils ont des ventes. Ils comprennent pas qu'il faut qu'ils closent, ces leads-là. Ouais. Ben, je pense que c'est une balance entre les deux. Oui. si t'as bien des leads, mais t'es pas capable de convertir, ta dépense en marketing, elle est énorme pour ton retour sur investissement. Fait que tu bleeds de l'argent, puis il faut toujours que tu pousses du marketing pour faire les ventes. Fait que t'es comme dépendant de ça. C'est vrai. Non, 100%. Je pense que tu parles de la structure aussi d'une vente. Tu t'en as parlé un peu tantôt, mais est-ce que c'est important? Mais oui. Puis, même, on pensait qu'on était bon, puis on avait déjà passé une bonne base, mais en refaisant la formation avec vous, on l'a réalisé encore plus qu'il y avait des éléments qui manquaient. Puis même, une des dernières choses que tu m'as dit quand on a mis fin au coaching, c'était important d'avoir le contrôle sur ta vente aussi, de caler les shots avec les clients. Puis ça m'est resté dans la tête. Puis encore aujourd'hui, juste d'accompagner à chacune des étapes, de le prendre par la main. Check, là, on est rendu là, c'est ça les prochaines étapes qui s'en viennent. On va t'aider, puis on va t'amener vers ces étapes-là, puis tes bénéfices futurs, ben on s'approche de ça, on s'approche de cette réalité-là qu'on veut qu'ils se réalise avec toi. Là, Et ça, c'est vraiment... non, ça a été très game changer dans ma philosophie de la vente. Là. La structure, comme tu appelles, c'est le processus de vente pour moi. Ça, c'est comme la portion fine-tuning, comme on a fait avec vous. Là, c'est de tweaker une coupe d'affaires, de replacer le processus. C'est surprenant à quel point les gens croient qu'ils ont un processus de vente, mais qu'ils n'en ont pas. Vous autres, vous étiez dans l'humilité, on va dire on veut améliorer ça, on sait qu'on peut faire mieux. Mais j'ai tellement de monde qui viennent me voir, puis à première vue, ah non, moi, ça va super bien, j'ai un bon processus, je suis un bon vendeur. Là, je suis comme,
OK, mais souvent, on peut faire une analyse. Je le sais, Chris, moi, que je m'en vais décalisser son processus de vente. Désolé le terme, OK? Je le sais parce que... Pas parce que j'ai pas confiance en la personne ou en l'entreprise, parce que c'est 99,9% du temps de même. Je suis un gars de stats. Fait que je sais que quand je m'en vais, je pourrais dire à quelqu'un, je te donne 1000$, si je suis pas capable d'améliorer ton processus de vente, je te donne 10 000$, je serais prêt à le gambler. Genre, j'ai aucun problème. C'est pas des blagues. Je le sais, qu'il y en a des lacunes à l'intérieur de ton processus de vente. Mais la problématique de beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils croient qu'ils sont super bons là-dedans ou qu'ils sont déjà comme... On n'a pas besoin d'aide là-dedans. Mais pourtant, genre, quand tu fine-tunes des affaires, là, tu viens de tourner 2-3 petites manivelles, là, puis tabarouette, soudainement, viens d'augmenter le taux de closing de 30%. Tu sais, pourtant, c'était pas mauvais ce que tu faisais, mais... Je suis curieux, c'est quoi le top 5, top 3, peu importe, des choses que... les choses que la majorité du monde font pas puis qu'ils devraient faire en vente? Bonne question. Point numéro 1, préqualification des clients. Comme je disais tantôt, vite, les gens disqualifient énormément. En fait, les gens qualifient énormément, ou je pourrais dire même surqualifient le monde. Donc, ils se retrouvent en pitch de vente avec des gens qui n'achèteront jamais. Que ce soit parce que les décideurs sont pas là, parce que le budget est pas là, parce que le timing est pas bon, parce que Mercure il est en rétrograde, il peut en avoir tellement des raisons. Mais ils se retrouvent avec des gens qui ne peuvent pas vendre. Puis là, malheureusement, ils se tapent sur la tête, genre « Fuck, j'ai pas closé ma vente ». T'avais pas à la closer, c'était pas un bon prospect à amener. Fait que la préqualification sert à 1, t'apporter des gens plus sérieux dans ton processus, 2, te libérer du temps, de l'énergie, du focus sur tes bons clients. C'est quoi, c'est là? Passer du temps avec quelqu'un qui est assis à la fin, puis vous autres, vous montez des astiques vous faites du travail là, pour présenter un client, là, je sais c'est quoi. C'est pas une demi-heure de non, job. Non, c'est beaucoup plus que la majorité des clients avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, tu sais. Fait que plus que justement, tu sais, t'as d'efforts puis d'espoir, ben plus que ta porte d'entrée, tu sais, moi, le processus de vente, c'est un entonnoir qui descend, ben le top de ton entonnoir, c'est ta préqualification et ça devrait être une gate qui protège ton temps, ton énergie, ton espace à toi. Puis la majorité du monde, nous autres, c'est comme free for all, venez-vous-en dans mon funnel de vente, hey, rendez-vous gratuit, oui, rendez-vous, soumission, tout le monde, tu sais, puis comme, après ça, ils se demandent pourquoi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reviennent. Ils envoient des soumissions par courriel parce qu'ils n'ont pas le temps de présenter à leurs clients tellement qu'ils sont loadés. Puis ça, c'est un gros bloquant pour beaucoup de business. Mon top 1. C'est vrai. Puis je vais faire du pouce un peu ce que tu viens de dire, là, mais je pense qu'on va en parler un peu aussi. Mais le Iron Triangle, nous autres, on l'utilise fucking beaucoup. Là. Scope, budget, délai. C'est ta base. Là. Ah oui. C'est vraiment ça. Là. C'est les points rationnels logistiques pour moi. T'sais, si tu ne te préqualifies pas sur les aspects de logistique, comme justement budget, le timing, les décideurs qui sont là, c'est sûr que je serais pas capable de te closer à la fin. T'sais. Après ça, il y a d'autres variables qui vont venir, d'autres objections qui vont venir dans un processus de vente, qui sont souvent des objections de peur. Mais ouais, c'est mon numéro 1. Tu veux-tu mon numéro 2? Ouais, vas-y. Numéro 2, les gens font confiance aux clients. Puis quand je dis confiance aux clients, c'est comme si toi, tu arrives, tu dis « Ah, j'aurais besoin que tu me formes, ça va vendre 2 heures, là, j'ai juste besoin d'un petit cours, ça va tout régler mes problèmes. » Puis le commun des mortels va dire « Ah, cool, ben oui, je vais te vendre ça, 2 heures de coaching de vente, parfait, merveilleux. » Mais est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'était réellement ça? Est-ce que... Je le sais pas. Fait que les gens, souvent, au lieu d'aller en appel exploratoire puis vraiment prendre le temps de, encore une fois, se donner la chance de disqualifier aux besoins, ben ils vont acheter beaucoup les besoins du client qui sont nommés. Puis les besoins, souvent, ce sont des besoins de surface. Tu me dis, je veux une formation en vente. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que tu aies besoin d'une formation en vente? D'où ça vient, cette idée-là? Ah, ben là, je pourrais m'améliorer. Où est-ce que tu t'es planté qui t'a fait dire ça? Ah, ben non. Les gens restent souvent en surface dans les problématiques ou les besoins des clients, alors que les vrais problèmes se cachent 3, 4, 5 layers deep down. Puis c'est là que tu vas aller toucher quelque chose de sensible, genre asti qu'on est tanné de perdre la main-d'œuvre puis de toujours rembaucher le monde. Je t'avais de tout crisser mon entreprise là tellement que je suis brûlé puis je taboute. Je suis plus capable. Ma blonde esti est tannée parce que j'arrive fucking tard le soir à la maison. J'en ai plein mon casse. Si tu vas chercher ça de ton client, là, là tu viens de te toucher un nerf sensible. Ouais, parce que souvent, ils vont faire appel à toi quand ils ont déjà une solution dans leur tête, mais c'est pas nécessairement la bonne. Fait qu'il faut que tu déconstruises puis que tu reconstruises après ça
Ouais, ça marche aussi pour le prix. Souvent, il arrive avec un prix dans la tête. Parce que dans notre business, à nous autres, souvent, le prix, il est une coupe de 1000 pas assez cher par rapport à ce que ça coûte. Là. Pour construire ça aussi, là, c'est un beau défi. Là, mais make sense, c'est un... Ouais, définitivement. Fait que, si je résume mon numéro 2, c'est que les gens ne vont pas suffisamment aller dans l'exploration des besoins puis ils vont pas poser les questions suffisamment réelles pour bien cibler quelles sont les douleurs. Puis j'irais même à dire que le monde ne savent pas c'est quoi les enjeux de leurs clients. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils savent pas c'est quoi leur enjeu. Tu sais, je te demande c'est quoi les pires affaires qui pourraient arriver à ton client demain matin, genre. Qu'il mettrait sur le gros crise d'honneur, puis c'est quoi? Ils savent pas. Fait que faut que tu connaisses sa réalité à ton client sur le bout de tes doigts. Si tu veux être capable, du moins, d'aller poser les questions pour ressortir. Ben, c'est qu'il faut que tu le penses en termes de problème, de business case, plus qu'en termes de solution ou de service. Là. Ben, en fait, plus qu'en termes de caractéristiques, davantage de bénéfices. Parce que c'est là que les gens vont aller beaucoup dans la vente. Shout-out au DEP de vente conseil. Mais c'est là que les gens vont aller. Voici ce qu'on va faire. Notre solution, c'est ça, 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 ça. Notre service, ça inclut ça, ça inclut ça, ça inclut ça. Puis à la fin, voici comment ça coûte. OK, good. Là où est-ce que tu vas faire une différence, c'est quand tu vas creuser un fossé entre ces pain points puis la solution que tu proposes, puis tu vas y faire le pont entre les deux. C'est là qu'il va faire « Holy shit, OK, là, je me sauve toutes ces problématiques-là, puis je règle tout ça en même temps. Ouais. » C'est réglé. Merci, bonsoir. Puis si tu as posé les bonnes questions, le pont se fait à merveille avec des exemples qui viennent de la bouche du client. Ça, les vendeurs qui font ça, là, c'est un délice pour moi de me faire closer. Ben oui. Dans ce temps-là, j'adore acheter. 2 fois par jour. Mais est-ce que ça arrive pas assez souvent des expériences d'achat de qualité de même. Sérieusement, on a une culture de la vente, je pense. En tout cas, c'est mon impression. On a une culture de la vente qui est un peu déficiente au Québec. Là, il manque de bons vendeurs. Ça en prendrait plus, vraiment. Ben, c'est parce que les gens achèteraient mieux s'il y avait plus de bons vendeurs. Les gens, ils apprennent à vendre d'une boîte de céréales. Oui. Moi, je sais pas s'il y a des classes de vendeurs. Bon, je pense que oui. Mais moi, les vendeurs de meubles. Je sais pas s'il y en a des pires, là, mais moi, chaque fois, là, je fais face à un vendeur de meubles, je suis comme genre. Comment on peut t'aider aujourd'hui? Non, mais là. Non, mais c'est un exemple niaiseux, là, mais genre, un an, peut-être, on lave-vaisselle au bureau, il fuck. Il arrête de marcher, il faut en acheter un nouveau. Je fais 3 places. Tu sais, je rentre, puis je mets ça au clair. M'en calisse du lave-vaisselle, là. Je veux qu'il marche. Je veux qu'il marche. Je veux qu'il coûte le moins cher possible. Je m'en fous du reste. Puis là, ben, il y en a un. Comment c'est comme. Mais bon, là, il est comme, lui, c'est tant de décibels. Puis là, lui, c'est tant de décibels. Puis là, lui, je suis comme, m'en fous, il est dans la cuisine, là. On le voit pas, là. Tu sais, on travaille pas à côté, là. J'ai répété. On le regarde pas, le soir, en partant. J'y ai répété. En fait, tu sais, moi, il y avait 2 choses importantes. Le prix, puis, ben, le prix, est-ce que, tu sais, ça va être fiable? Durabilité, puis, ben, le nombre de stocks qu'on peut rentrer dedans, veut pas, parce qu'on est une gang, là. Mais le reste, m'en sac, là, la couleur, le bruit. Là. S'il y avait une affaire que je savais pas que je m'en crissais autant, c'est le bruit d'un lave-vaisselle. Puis le gars, il a passé 15 minutes là, à m'expliquer, OK, lui, le bruit, puis nanana, nanana. Puis là, j'ai dit 3 fois, j'ai dit, je m'en fous. Il est dans la cuisine. Puis il a pas décroché. Puis j'ai fait, regarde. Merci, j'ai pris sa carte, j'ai crissé mon camp. J'étais allé dans une autre place. J'aurais fait pareil. J'ai dit, une fille, j'arrive, j'ai dit ces affaires-là, j'ai dit, je veux ça. Elle me dit, lui est parfait pour toi. J'ai dit, vendu. Oh non, mais c'est ça, tu sais. Toi, tu savais ce que tu voulais. Puis le vendeur, une coche de plus, va dire, OK, mais juste pour savoir 2-3 questions, est-ce que ça va être dans une place de même? Non. Est-ce qu'il y a ça, l'entour? Non. Est-ce que ça? Non, parfait, c'est lui que tu as besoin. Fait qu'il va aller targeter s'il n'y a pas d'autres enjeux que tu vas faire « Ah, fuck, si j'avais pas pensé à ça? » Ou « T'as-tu une hausse en arrière de même? » Ou « T'as-tu une affaire? » Oui, OK, oui, parfait, merveilleux, c'est lui que t'as besoin. Mais ça m'est arrivé la même affaire que pas toi. qualifié. Non, mais non, c'est ça. Puis là, t'es pogné pour l'écouter. T'es comme... Mais ça, c'est le monde qui vend un produit. C'est exactement un produit ou un service ou des caractéristiques. Ah oui, tu vois, merveilleux, c'est un esti beau lave-vaisselle. Hey, si t'en mets 2 à côté, là, lui, je suis sûr qu'il court plus vite que l'autre. Non, mais tu sais, c'est comme il veut tellement te le vendre, le lave-vaisselle, que Chris, genre, pourquoi je l'achèterais finalement? Toi, prends-le, il a l'air tellement le fun. Je voudrais pas te le voler, esti.
Mais tu parlais de classe de vendeur, Brandon, puis je me demande si c'est le bout du podcast où on essaie de définir c'est quoi un peddler, là. Parce qu'on a eu un gros débat là-dessus au bureau il y a pas longtemps. On a eu... Attends, on va repartir du début, là. Le mot peddler, en fait, c'est qu'on a je pense. on a un refactor à l'interne, tu sais, la façon dont on structure les ventes, l'expérience client, puis tout ça. Puis on avait une trimestrielle, puis là, j'expliquais que, tu sais, la direction, on va tout le temps être impliqué dans les ventes d'une façon ou d'une autre, parce que, ben, c'est nous, au final, qui donne notre go sur les estimés. Puis je disais, ben, souvent, ça met tu sais, on n'a pas un assez gros volume de clients pour pas avoir le temps d'aller s'asseoir dans un meeting, expliquer nos affaires. La valeur est là. Ouais, Puis ben, je disais, tu sais, là, ça s'est un peu échappé, mais j'ai dit, les gens, anyway, mettons, je disais, mettez-vous à la place des clients, tu sais, t'aimes toujours mieux avoir, tu sais, quelqu'un de la direction que juste un peddler des ventes. Puis là, puis là, les gens ont fait fait que Vincent puis Alex, c'est des peddlers des ventes. Surtout Vincent. Fait que là, il a fallu que je rattrape celle-là. Mais là, ça nous a amené à se poser la question sur c'est quoi un peddler? C'est-tu positif, c'est-tu négatif? Là, clairement, c'était négatif de la façon dont je l'ai dit. Mais je visais pas quelqu'un spécifiquement. Je faisais juste relater que mes expériences de vente, souvent, c'est des peddlers. On a essayé de trouver une définition, puis on n'est pas... il y a une définition là, en français, peddler, c'est colporteur. Mais comme tel, ça n'a pas de définition extrêmement péjorative, mais au Québec, on a associé une définition péjorative à ça, puis je serais curieux de savoir, pour toi, c'est quoi un peddler? Ben, peddler, si tu le prends dans les vendeurs, moi, un vendeur, un peddler, en fait, moi, tu vois, c'est les clients que je traite de peddler des fois. Non, mais c'est vrai. Genre, no joke, là, tu sais, la personne qui t'écrit j'ai un esti de projet, là, je vais avoir besoin de 2 vendeurs, ça va être malade au Québec, si vous voulez investir, c'est le temps, puis là, je suis comme, the fuck you talking about? Parce que peut-être parce qu'on est exposé sur le web, là, je sais pas de votre côté, mais nous on est exposé sur le web. Ma face est là, puis le monde il nous voit, puis là on est dans le groupe, fait que là il voit ma pub, après ça il reçoit mes courriels, après ça il reçoit. Fait que on fait beaucoup de marketing. Puis là le monde des fois ils viennent comme nous parler, genre, puis c'est pas tout le monde, là, j'inclus pas tout le monde dans ce bateau-là, mais il y a des gens qui viennent nous parler comme s'il y avait l'idée du siècle. Puis qui m'apportait avec une opportunité incroyable. On en a eu ça, là. Que je devais absolument pas refuser, là. Puis je suis comme, excuse-moi, mais ton MLM que tu veux vendre des produits de beauté, ça me tente pas. Puis qu'est-ce que tu fais dans mon groupe? On vous refuse, normalement. Mais, hey man, on fait des apps, là. Ah non! Des projets de merde, là. Le nombre de monde qui vient nous voir avec des hosties d'idées fuckées, là, puis qui ont pas de cash, fait qu'ils veulent... Hey, on va s'associer, là. Oui, c'est sûr que vous devez vivre ça tout le temps. 50-50, OK? Vous faites le développement, moi j'amène l'idée, OK? C'est moins pire à cette heure. Disons, là, 2-3 ans, on en avait pas mal. Là, on a raffiné notre marketing un peu plus. On en a moins, là, mais on en a eu un bout que c'était... On préqualifie un peu plus aussi, là, tu sais. Il y a des filtres, là. Donc, ça se rentre dans l'estimation, là. Je veux pas, tu sais, associer tout le monde là-dedans parce que ça pourrait briser le rêve de quelqu'un qui a une calice de bonnes idées puis que, genre, son idée est vraiment bonne et pertinente. Cependant, je ramène toujours cette statistique-là, mais le pourcentage de gens qui réinventent la roue, en fait, qui va créer quelque chose de nouveau versus le pourcentage de gens qui vont créer quelque chose de complètement nouveau qui n'existe pas encore, tu sais, je veux dire, si tu veux pas te planter en business, va pas réinventer la roue à zéro, tu sais, je veux dire, pars avec quelque chose qui fonctionne, puis va où il y a de la compétition déjà. Puis c'est François Lambert qui disait ça, j'avais lu ça dans son livre initialement, puis je l'avais entendu à maintes reprises dire ça. Il dit, si t'as pas de compétition dans ton market, il y a peut-être pas de marché. Something's wrong, OK? Genre, cours, OK? Cours! Va-t'en de là. Puis ça m'a toujours marqué. Puis maintenant, genre, à chaque fois que j'ai une idée, je suis comme, c'est quelqu'un qui fait ça. J'espère que quelqu'un fait ça. Puis quand je vois que personne fait ça, je vais, moi, la banquer, cette idée-là, genre, tu sais. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que ça va te coûter cher. Ça, c'est pas un projet qui va se réaliser de même, là. Non. Si tu veux être révolutionnaire, tu veux changer, disrupt une industrie, sors le cash. Ça, c'est ça, tu sais. Pour vrai, là, une règle de pouce, j'ai l'impression, si t'es en bas d'1 million à mettre, tu peux aller chercher du funding, il y a plein d'affaires, mais si tu veux révolutionner quelque chose puis commercialiser quelque chose qui s'est pas fait en bas d'1 million, pense-y même pas.
Même Genre, là, 1 million. Mais là. tu commences. Tu sais, je pense que tu peux faire de quoi, tu peux avoir une preuve de concept puis commencer à y penser, mais en bas d'1 million, pour vrai, comme tu dis, va chercher de la compétition, vends ton entreprise, après ça, fais-le le projet 1 million, mais là, t'as plein de chemins différents. Puis tu sais, ce que je veux dire là-dedans, c'est que le monde qui en ont vraiment une bonne idée, puis que c'est quelque chose qu'ils veulent faire, puis que ça leur tente de partir ce projet-là, puis que même si ça n'existe pas encore, sont vraiment dédiés à faire ça, ben je pense pas que le bon chemin, c'est de t'endetter de 1 million demain matin pour lancer ton projet. Pars-toi une business, fais de l'argent, fais-toi des dents en affaires, que genre, gérer du monde, gérer des problèmes, gérer des ventes, génère du cash flow, puis après ça, avec le cash que tu fais, là va réinvestir dans ton projet. Tu sais, au moins, ça va te donner le chemin, parce que le plus difficile en entrepreneuriat, c'est pas d'avoir l'idée, c'est le fucking day-to-day, les problèmes qui viennent, les clients qui te chinappellent, les employés qui... Ah, si lui, il rentre pas un matin, je suis dans l'an. Tout ça, c'est ça qui est tough. Fait que, tu sais, si t'as pas encore vécu ça, puis tu penses qu'avec ton idée, ça va tout... Bon, mais il y en a beaucoup qui ont la pensée magique, là. Tu sais, mettons, je prends notre domaine, là, mais qui... Ils pensent que le bout de tough, c'est de faire l'app. Calisse que c'est de la vente de l'app, le bout de top. On a suivi beaucoup de formations là-dessus, là, mais tout le monde est irrévocable. C'est vends ton projet, après fais-le. C'est un moment où il faut que tu fake it till you make it. C'est va vendre ton idée. Les gens, si elle est bonne, les gens vont attendre. Les gens vont... à moins que tu aies beaucoup de compétition, là, mais mettons, tu inventes nous autres, c'est de l'innovation qu'on fait. Mettons, tu fais un nouveau logiciel, quelque chose. Si les gens, ils le veulent, ils vont être prêts à mettre du cash aujourd'hui pour l'avoir dans 1 an. C'est pas grave, mais s'ils sont prêts à mettre du cash aujourd'hui, c'est parce que tu sais que tu as une vraie idée. Parce que c'est un truc qui donnait. Mettons, avant de bâtir un produit logiciel, là, c'est va voir 30 personnes. Puis, fais des maquettes, là, fais des mock-ups, comme si c'était un vrai produit. Fais ton vrai pitch, comme s'il était monté ton projet. Là. Tu y montes, pitch de 15 minutes, tu lui dis, ça t'intéresse-tu? S'il dit oui, tu lui dis, OK. Combien tu veux me donner pour ça? Non, mais tu lui dis, t'es-tu prêt à me donner, je sais pas, 5 000 aujourd'hui? S'il dit non, pourquoi? Parce que souvent, ils disent oui, puis là, après ça, faut que tu payes. Ah non, pourquoi? OK, mais là, la discussion est intéressante. Pourquoi j'ai tout ce que tu veux, pourquoi t'es pas prête à me donner du cash aujourd'hui? C'est un close, ça, on est d'accord? C'est ça. C'est un vrai close. Exact. Mais c'est un close avant que le produit no existe. No money, no candy. Mais puis c'est là que t'as les objections réelles. C'est la même chose en vente. Quelqu'un qui dit, le client me dit oui. Ben oui, attends d'avoir ton paiement. C'est ça qui arrive. C'est là que tu as investi aucun argent dans le projet aussi. C'est le meilleur moment pour se planter, on s'entend. Là, tu peux pivoter comme tu veux. Là. On en a vu beaucoup là, à travers les années. Des gens, ils bâtissent un produit. Puis là, j'ai plein de contacts, ils m'ont tous dit que ça les intéressait, ils bâtissent le projet. Puis là, à la fin, tout d'un coup, personne n'en veut. Fait que... La vie a changé, l'autre s'est séparé, est arrivé à une autre affaire, puis personne, ça leur tente finalement d'embarquer. Le marché évolue aussi. Il y a des fois des produits concurrents qui émergent. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer sur la période aussi durant laquelle tu développes. Non, c'est vraiment important de commencer par parler avec le marché. 100%. C'est vraiment important. Ouais, parce que les gens, souvent, ils ont un product sense là, qu'ils appellent. Là. C'est que, mettons, t'es dans une industrie, mettons, je sais pas, t'es né dans le marketing, puis là, tu veux développer un outil marketing qui va révolutionner l'industrie. Ben, souvent, les gens, ils vont un peu avec « Hey, je connais ça, je connais le marché, je connais nanana », mais ils n'ont pas parlé des end-users. Tu sais, fait malheureusement, des fois, les projets, ils se bâtissent, mais ils sont jamais commercialisés parce que... Mais le monde a peur de se faire voler leur idée, si on veut. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. C'est un esti de bon point. Tout est dans l'exécution de la stratégie au bout du compte. Là, tu sais ce que c'est, il faut que tu sois capable de closer. Puis si tu es capable de closer, tu vas sortir ton épingle du jeu. Là. C'est bien plus important de closer que de pas faire. J'avais vu, je pense que c'est Olivier Primo qui disait ça. Là. Il dit le monde a peur de se faire voler leur idée. Si tu fais voler ton idée, c'est que t'es pas assez vite. C'est pas plus vite. C'est trop long. Non, mais que t'es pas assez entreprenant dans le sens que, tu sais, je veux dire, si t'as le temps d'en parler à tout le monde de ton idée, puis il y a quelqu'un qui passe à l'action, c'est que t'avais rien fait en arrière. Tu sais, comme nous, quand on a lancé H2H, puis d'ailleurs, c'est comme, on était un peu nouveau dans le marché, mais ça existait aux States, ça existait en France, ça existait ailleurs. Mais au Québec, on était comme pionniers, puis ce qui était une bonne chose, parce que je voyais que ça existait ailleurs. Mais ça n'a pas été long que un autre est parti. Puis PL était là. Tabarnak, on a de la compétition. Je dis, ouais, mais on s'en crisse, man. On en a de back, man. On a déjà commencé bien avant eux autres. Ça faisait 1 an là, qu'on était lancé quand on a commencé à avoir de la compétition. J'ai comme no stress là, avant qu'ils nous rattrapent. Là. En même temps, vous continuez d'innover, vous continuez de prendre de l'avance. Fait qu'ils on ralentira pas là, demain matin. Là. Ouais, puis on s'entend un marché.
marché est wide, là. Le marché est large, mais non, mais le point de voler l'idée, c'est vrai, puis même moi, le premier, je vais toujours m'en souvenir, une année, j'avais eu justement une idée de business, je me souviens plus, c'était banal, en plus, j'étais comme, ah non, on n'en parle pas, puis on garde ça pour nous autres, là. Tu sais, t'as peur que quelqu'un parte avec, puis j'avais une cliente, d'ailleurs, dans H2H, l'année passée, qui est venue, elle me dit, faut que je te fasse signer un NDA, puis tout, testique pour ça. Tu sais, moi, je la respectais, elle était super fine, puis elle était polie avec moi. Elle dit, c'est vraiment important pour moi. Je suis comme, OK, parfait. Puis là, elle me l'expliquait, puis j'étais comme, tu sais, no worries, là. Genre, moi, j'irais all-in à commercialiser ça. Puis, tu sais, elle est venue nous voir pour ça, pour le commercialiser, mais elle le faisait développer sur le side, genre en Europe, ou je me souviens plus, en Inde, là. Quelque part de pas cher. Ouais, quelque part de pas cher. Elle le faisait développer pas cher, fait qu'elle est comme, je veux commencer à le commercialiser pendant que je fais ça. Finalement, ça a tombé dans l'œuf pour diverses raisons, là, son projet, mais c'est comme la peur de que quelqu'un d'autre soit plus vite que toi. Ouais, mais tu sais, souvent les gens surestiment aussi la capacité. En fait, premièrement, les gens surestiment à quel point les autres ont le goût de voler ton idée. Ouais. Ils sont pas assez occupés aussi. Là. Les gens ont déjà un plan stratégique, ils ont déjà des orientations, ils ont déjà du travail d'amorcer pour qu'ils pivotent, pour te voler ton idée, man. Il y a quelqu'un qui est là avec des jumelles, il cherche des idées, il y a 5 millions dans le compte, puis il est juste en train de faire ça. Ben, c'est ça. Tu sais, toutes les compagnies qui pourraient te voler ton idée, s'ils n'ont pas déjà ça dans leur stratégie avant de t'avoir rencontré, ils pivoteront pas de même. Là. On en voit déjà qui sont un peu parano, viennent nous voir, puis là, ils sont comme, hey, signe mon NDA, là, faut vraiment pas que telle grosse corp le sache. Puis là, t'es comme. Yeah, ouais, puis là, souvent, c'est un peu underwhelming. Là. Ils finissent tout le temps par, bon, on a signé le NDA de 12 pages. Voici mon idée, puis là, c'est une affaire qui existe déjà, qui a déjà été vue, puis là, t'es comme, bon. Il faudrait pas se mettre en relation deux intermédiaires aussi. Ça, c'est un modèle d'affaires-là, là, c'est tout le temps ça, le l'esti d'app où quelqu'un fait de la peinture, puis quelqu'un cherche un peintre, là, mettre en relation des jobineux, là. C'est tout le temps ça. C'est ça, mais question, c'est pas un élément de potentiel, ça, de disqualification? Pas 100%. OK. Quelqu'un c'est dans le calife, là. ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. Si c'est quelqu'un de nowhere, qui a l'air un peu peddler. C'est ça. On va prendre le temps. On prendra pas le temps, mais si c'est quelqu'un justement qu'on connaît ou qui est valued, qui veut qu'on signe une NDA, t'as confiance. C'est ça. Je peux comprendre. Mais on l'a fait trop souvent là, au début là, du monde. Si on signe un NDA, sûrement des affaires qu'on dit qu'on n'aurait même pas le droit. Le matin, si signer des NDA. C'est parce que, mais en fait, souvent ce qu'on fait à Star, c'est mettons quelqu'un dit il faudrait qu'on signe un NDA, on y envoie le note. OK. Fait que, tu sais, on y envoie le nôtre. Qui est fair, on le connaît. Ouais, il est fair, il est pas trop limitant. Puis, ben, tu sais, on n'a pas à se casser la tête. Parce que là, à un moment donné, il y en a, ils nous envoient leur NDA. Là, faut que tu le lises. Là, faut que tu le comprennes. Là, il n'y a pas toutes les mêmes clauses. Fait que là, on a un NDA à suivre. Ouais, parce que là, une manière, c'est comme, OK, j'envoie tout ça à mon avocat à chaque fois qu'il y en a un qui m'envoie. Ça fait aucun sens. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on le fait plus pour les clients importants, puis on le fait quand c'est notre NDA. Okay. Là, ou à moins que ce soit une big corp, là, que, tu sais, là, ils veulent leur NDA, mais ça vaut à peine. Là. Mais, tu sais, quelqu'un qui a une idée avec 2000$ de budget. Je sais pas si tu te souviens, on avait un qui s'était déplacé. Ah ouais. Gaspésie, c'est emmené ici. Il voulait rien nous dire. Je veux qu'on signe un NDA. Je vais me venir à vos bureaux. Il y a nos bureaux. On passe une demi-heure à lire son NDA. Ah, telle clause, elle fait pas de sens. OK, on va la changer. On finit par signer. Bon. C'est quoi? J'ai 2000$ de budget. En fait, non. Dans ce temps-là, on était moins bon en qualification. Là, il avait demandé à la fin. Là. Mais, tu sais, il parle de son affaire, puis c'était une affaire, tu sais, déjà vue. Je me souviens même plus c'est quoi, là, mais je sais pas si c'est de qui je parle. Ça me dit quelque chose. J'en ai deux en tête. J'aurais été tellement pisse. Là, au moins, il venait à nos bureaux, on n'est pas monté. Oui, heureusement. On C'est arrivé aussi qu'on s'est rendu à Brassard rencontrer du monde. Brassard, c'est pas si pire. On l'écoute, tu sais, il nous parle de son affaire. Puis là, à la fin, on est comme, OK, ben, tu sais, justement, tu sais, combien tu veux mettre de budget là-dedans? Puis là, il est comme, moi, il dit, tu sais, c'est mon argent que je mettrais là-dessus, tu sais. Il dit, fait que je suis pas sûr que ça va me rapporter. Puis il dit, tu sais, il faudrait pas que ça coûte plus que 2-3 000, mettons. On a fait,
C'est Pas sûr. donc jouer aux machines l'autre bord. T'as plus de choses dans Tu sais, non, mais tu sais, tu y C'est crois ça, là, pareil. dans ton projet d'affaires, là, quand tu dis, moi, là, c'est mon argent, je suis pas trop sûr. Ouais. Tu sais, je suis pas sûr que ça va me rapporter, fait que je veux pas investir. Tu sais, t'as terrible. pas les reins assez solides pour faire développer une app. Là. Fait que toi, Nick, tu travailles avec beaucoup d'entrepreneurs, puis tu as quand même de la visibilité présentement tu sais, avec la situation économique. Tu sais, c'est pas toujours facile pour les entrepreneurs, pour la vente non plus. Tu sais, ça a été des moments. On n'est pas où on était il y a peut-être un an. Tu sais, c'est quoi ton take par rapport à ça? C'est quoi tu observes chez tes clients? Tu sais, est-ce qu'ils vont-tu bien? En fait, c'est un peu ça la question. C'est de la merde! Non, ben honnêtement, c'est sûr que tu sais, je dirais que c'est fragile dans le sens que tu sais, on a beaucoup de notre clientèle, peut-être un 60% que c'est des entreprises encore plus jeunes. Je pourrais dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Puis tu sais, on le sait tous que les 5 premières années en business sont assez comme cruciales dans le sens que you make it or you die. Là. Fait que je peux dire que oui, tu sais, la situation économique, il y a des business qui en ont profité positivement, dans le sens qu'il est arrivé des nouveautés, mais il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, si je prends par exemple, on a beaucoup d'entreprises en construction avec qui on travaille, d'ailleurs chez H2H, mais aussi avec la nouvelle business qu'on a qui est Leeds Factory. On travaille avec beaucoup d'entreprises de construction pour le marketing. C'est tough. Tu sais, cette année, au niveau moral des entrepreneurs, de un, tu sais, la main-d'œuvre qualifiée est de moins en moins là. Puis ça fait des années pendant la COVID, etc. Ils ont vécu un gros high, eux, pendant la COVID. Puis là, ils ont vécu un gros down après. Fait que c'est comme difficile mentalement, je pense. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites là-dedans. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'aident pas en voulant dire s'acheter un pick-up à 150 000 quand tu es à ta première année en business puis que tu as fait juste 2 toitures, c'est pas une bonne idée. Je pense que PL a fait un rant dans un de vos podcasts par rapport à ça d'ailleurs, puis que c'était assez priceless. Ça a été l'esti bordel, mon gars, TikTok, Facebook, Instagram. Tout le monde dit, nous, on fait une vidéo, genre, les estis de pick-up à 100 000, genre, arrêtez d'acheter ça, tabarnak, parce que, désolé le jargon, mais c'est le même qu'on parle. Mais on est comme, c'est sûr que vous vous mettez dans la merde volontairement, puis que oui, la dépression, puis toutes les idées noires vont venir beaucoup plus vite quand t'as ça des paies de paiement à la fin du mois que quand tu roules un vieux pick-up, pas dégueulasse, mais peut-être un peu rouillé, puis que il est vieux, ton pick-up, qu'est-ce que tu veux, puis tu travailles avec, fait qu'il est magané. Fais la job. Fais la job. T'as pas besoin d'avoir le nouveau pick-up. Fait que notre message, c'était un peu genre décroché là, du truck à 100 000, puis il y a plein de monde qui... Ouais, mais un Ram, c'est meilleur qu'un Ford. Puis non, je c'est pas ça la question. T'as un rent là-dessus, puis c'est vendeur de thermopompe. Oui, ça a bien fonctionné, les vendeurs de thermopompe aussi. By the way, avez-vous vu la nouvelle loi? C'est la loi 42, 45, quelque chose comme ça. Avez-vous entendu parler de ça, non? Ben, ça dit quoi? Je sors du sujet complètement, OK? C'est une loi qui essaie de passer en ce moment. Ils vont interdire la vente de thermopompes, climatisation, isolation, chauffage via le porte-à-porte. Ah ouais. Ouais, partout au Québec, parce que... Puis là, je sais pas si ça va passer, mais il y a eu tellement de fraude auprès, probablement, de personnes un petit peu plus vulnérables. Il y a eu tellement de fraude parce qu'ils vendent ça 2 fois, 3 fois le prix quand ils cognent aux portes. Puis comme une bonne partie de l'industrie qui a abusé de ça énormément. Puis là, ils passent une loi pour les empêcher de faire du porte-à-porte. Ce qui est assez comme... C'est forcé, là. Tu sais, je veux dire, c'est une clé de bras en esti à l'industrie de dire non, t'as plus le droit de cogner chez le monde. Je trouve que c'est une bonne chose en soi parce qu'il y a tellement de monde qui se font pogner là-dessus puis que ça affecte négativement l'image de la vente. C'est-tu C'est parce une que... pente dangereuse, par exemple, la liberté Ouais. d'expression, par exemple. Oui. Ouais, mais tu sais, ouais, de là à interdire un moyen de vente qui est pas lui-même illégal. Là. Tu sais, dans le sens Non. de frauder, c'est déjà illégal. Là, de rajouter, d'interdire la vente de certains produits spécifiques en porte-à-porte. C'est un Ouais, peu... ils font de la fraude légale, tu comprends? Ils te font signer un contrat comme quoi que tu achètes une thermopompe à 15 000 quand elle en vaut 5. Mais toi, Ok. t'es comme ah, OK, c'est ça que ça me Ouais, prend. parce que tu En peux tant pas que cons- comparer. En tant que consommateur, par exemple, tu peux faire une plainte à l'Office de protection du consommateur puis être dédommagé. Je pense que c'est un peu ça la manière Ben, logique de j'imagine que c'est fonctionner. ça que les gens ont fait, puis j'imagine qu'il y a tellement eu, puis je suis au courant de toute la situation, là, j'ai vu ça sortir. Il doit y avoir tellement eu de plaintes qu'ils ont fait comme shit, on n'est pas capable de gérer cette situation-là. Ok, il y en a Que notre seul moyen d'aider le monde à pas se faire crosser, même si c'est de les empêcher de faire ça. Mais tu sais, c'est pas un peu applicable à tout
les affaires qui se vendent en porte-à-porte, finalement. Parce que, de ce que je comprends, c'est que le problème, c'est que la personne, ça se fait un peu vendre à pression. Veux pas, là. C'est que tu veux vendre on the spot. Ouais, c'est ça. Tu peux pas comparer. Fait que tu peux pas savoir, je paye-tu trop cher, je paye-tu pas assez cher. Fait que, rendu là, est-ce que tout au porte-à-porte devrait pas être interdit? C'est une bonne question. En fait, je pense que cette industrie-là, c'est elle qui a reçu les plaintes. Dans le fond, ils ont ciblé isolation. Fait que pour qu'ils isolent ça dans cette loi-là, puis qu'ils mettent uniquement ces 3 types, je vais dire, climatisation, isolation, chauffage, là, je sais pas si... pour que ce soit juste eux autres, clairement que comme il y a une déproportion complète de... Il y a juste des plaintes à l'OPC pour eux, puis tout le reste, ils n'ont rien fait de mal. Parce que d'interdire tout le monde, tu sais, je pense à nous autres au porte-à-porte, c'était notre pain puis notre beurre, c'est mon salaire, puis c'était le salaire de toute notre équipe. On était une centaine de vendeurs là, à un moment là, qui vendaient aux portes là, dans toute notre équipe chez Residencia. Fait que tu sais, c'est comme de couper les reins à quelqu'un. Fait que je pense que... En fait, je suis content, moi, qu'ils ne l'appliquent pas à tout le monde. Je trouve ça plate pour les gens qui le font de façon légitime, légale, puis qui, tu sais, je veux dire, ils vendent ça, le bon prix, comme ça devrait être fait. Je trouve ça plate parce que j'en ai des clients en climatisation, j'en ai des clients en isolation, que eux autres, ils vendent surtout via des web leads. Ils appellent le monde, ils vont closer. Puis après ça, ils vont cogner les portes. « Hey, on vient de sortir de chez votre voisine, on va faire une installation dans 2 jours. Avez-vous... Tu sais, c'est comme une façon de mousser son référencement organique, si on peut dire comme ça. Je trouve ça juste dommage pour ce monde-là, en fait, parce que, en tout cas, ils ont poussé trop fort. Ah, écoute. C'est juste une pente glissante, là. C'est ça le problème. Oui, mais définitivement, là, c'est sûr qu'il y a plein d'autres industries. Tu sais, les gars qui vendaient du chauffage de même, je pense pas qu'il y avait une passion pour le chauffage. Là. Il y avait une passion pour faire du cash. tout à fait d'accord. Là. Fait qu'ils vont vendre d'autres choses. J'ai travaillé avec beaucoup de monde de l'industrie du chauffage quand on vendait des systèmes d'alarme parce qu'il y a beaucoup de monde qui venait nous voir. Puis il était comme, je suis capable de dormir la nuit, genre, tellement que je me sens crosseur à vendre des thermopompes au double puis au triple du prix au monde. Fait qu'on aimerait ça venir vendre la lampe. Tu sais, bien souvent, j'étais comme... Tu sais, j'étais sceptique un peu de prendre ces gens-là parce qu'ils l'ont quand même fait pendant longtemps, là, crasser le monde, puis s'encore ici, puis se faire des beaux salaires. Tu sais, se faisait des commissions de 500, 700, 800 piastres sur une pompe qu'ils vendaient. Puis, l'intermédiaire entre les deux, il en gardait en crise dans ses poches, là, sur les marges de profit qu'il y avait. Fait que bref, tu sais, je trouve juste ça dommage. Désolé du... turnaround, j'ai flippé du sujet, là, mais ça m'est juste venu en tête. J'étais comme, hey, could be interesting. Mais moi, pour revenir à ta question initiale, en fait, est-ce que je pense que c'est tough? Oui, je pense que c'est tough pour certaines industries en particulier. On le vit, on le voit avec nos clients. Tu sais, c'est une affaire... Moi, je suis pas psychologue, là, mais c'est pas rare qu'on est dans des rencontres avec des clients puis tu sais, on a un peu des breakdowns ou des gens qui trouvent ça fucking difficile parce que nous, qu'est-ce qu'on met en place avec eux? On est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. T'sais, c'est pas demain matin que tu as des résultats. Que, hey, quelqu'un qui n'a pas de vente puis qui n'a pas rien puis qui part à zéro, ça va prendre des mois. Là, on applique les bonnes affaires, mais c'est pas nécessairement au mois 2 de travailler avec nous qui va faire 30 000 de ventes par mois. Ça va prendre du temps. Puis les gens, des fois, ont beaucoup de difficultés à... On parlait de la difficulté d'entrepreneuriat tantôt, à toffer la run, puis à faire comme « Oh shit, OK, c'est à travers ça que je dois passer ». Fait que les plus jeunes entrepreneurs, je pense qu'ils vivent tough de rentrer dans un marché comme ça, surtout. Clairement. Puis c'est fucking difficile comme emploi aussi. Puis il y a plein d'emplois qui sont difficiles pour différentes raisons. Je pense aux policiers, je pense aux infirmières, aux médecins, je pense à plein de monde justement qui ont des jobs où il y a des vies qui dépendent d'eux parfois. On ne sauve pas des vies en entrepreneuriat, mais crime. Il y a des gens qui dépendent de nous quand même. Il y a des employés qui ont des attentes à avoir un salaire à chaque semaine. Tu as des clients tu leur as vendu quelque chose qui s'attendent à être livré. Tu as des fournisseurs qui s'attendent aussi à travailler pour rentrer. Fait que beaucoup de choses. Le bateau complet dépend de tes décisions si tu rentres dans un iceberg ou non, un peu. C'est beaucoup de pression que les entrepreneurs doivent se mettre sur les épaules pour atteindre leur but. Sauf exception, là, tout dans une business dépend de la vente. Là. Le monde ne peut pas travailler. Ton gestionnaire de projet, dans notre cas, ton développeur, ton designer, ton service, ton support. Il n'y a personne qui peut travailler si tu ne vends pas. C'est comme le goulot d'étranglement. Là. Fait que si tu n'es pas capable de vendre ou de bien vendre, ben, tout le reste... et pas viable. Là, j'exclus les compagnies qui reçoivent juste des subventions. Ouais! Effectivement. Mais c'est vrai, t'as raison. Puis c'est drôle que tu dises ça. J'ai fait une pub dernièrement. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non.
c'est ma pub, que je suis comme, genre, ce qui est difficile pour les entreprises, c'est d'avoir des ventes stables, récurrentes, qui rentrent pour comme être capable de bien gérer le reste de l'entreprise. Parce que quand tu manques d'employés, c'est un happy problem. Quand que t'as, je sais pas moi, tes opérations fuck, j'appelle ça un happy problem. Quand tu dois changer, c'est toutes des Quand happy tu dois problems. optimiser. Pour moi, ce sont des happy problems en voulant dire que je suis content de les régler parce que j'ai les fonds nécessaires pour régler ça, pour me permettre de faire une embauche, pour me permettre d'embaucher un consultant spécialiste qui va venir m'aider là-dedans ou peu importe. Puis je disais ça, genre, c'est des happy problems, tu sais, de gérer ça. Puis il y a quelqu'un qui est crissement pas d'accord avec toi. Si ça paraît que tu comprends pas les entreprises, toutes les entreprises ferment à cause d'une trop forte croissance, puis nanana, je suis comme... Dans quel monde il vit? Ah, il dit, les statistiques, ça a l'air d'être un conseiller financier qui me disait ça. Toutes les statistiques disent que les entreprises ferment à cause d'une trop forte croissance. Je suis comme, peut-être qu'il y en a, oui, qui ferment à cause d'une trop forte croissance parce qu'ils savent pas gérer, parce qu'ils font pas de marge de profit. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils font des ventes de marde. Probablement parce qu'ils vendent à perte tout ce qu'ils vendent, ils grandissent trop vite, ils ont plus d'argent pour payer leur monde. Fait que tu sais, je sais pas si vous voyez ça comme moi, mais tu sais, il y a des happy problems. Ouais. Puis il a généré du cash. Mais oui, mais c'est le nerf de la guerre. Tu sais, quand t'as pas de cash, tu peux rien faire. Tu sais, tu peux pas motivé. C'est chiant, là, tu sais, comme échapper une vente, là. Ça, c'est terrible. Ouais, mettons qu'elle était signée, là, puis en plus, ça te glisse entre les doigts, le remboursement, je sais pas, ça va pas de l'avant. Puis ces nouveaux entrepreneurs-là, tu sais, qu'on vient, ils passent à travers tous ces mêmes défis-là dans une économie un petit peu plus difficile. Pour vrai, nous, on le vit beaucoup, puis comme je dis, je suis pas le psychologue, mais comme nous, on essaie d'entourer nos clients puis de normaliser ça, du fait que on a des coachings de groupe là, toutes les semaines. Là, t'es déjà venu là-dessus. On est 30, 40, 50 des fois, ces coachings de groupe. Je trouve ça le fun quand il y en a un qui lève la main et qui est comme hey, je trouve ça fucking tough cette semaine, genre perdu des ventes, puis je goûte tout calisser là. Puis c'est hot parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait ça, il y en a genre 10 autres qui sont comme ouais, moi aussi, mais ils osent tout pas le dire. C'est les vendeurs anonymes. C'est pas des vendeurs, c'est des entrepreneurs, là. Les vendeurs. comme les alcooliques. Non, c'est le coaching H2H Academy les mercredis midi. Mais pour vrai, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, le premier, ça m'arrive d'avoir des breakdowns. Puis comme là, on est en train de retravailler notre structure à l'interne. On a beaucoup plus de payroll, on a beaucoup plus de dépenses que d'habitude. On a parti 2 autres business dans cette année. Fait comme on est dans un moment où c'est quand même tough. Les ventes vont bien. Je calisse de chance que les ventes vont bien, mais comme je suis pas habitué d'avoir comme moins de marge puis moins de tout. Fait que je suis comme. C'est stressant aussi. Ah, c'est épouvantable. On en parlait tantôt ensemble, mais ce qu'on suggère à nos clients, puis c'est pour ça qu'on a lancé une business là-dedans, mais c'est de prendre plus soin d'eux, genre. D'être plus caring, parce que t'as bien beau aimer ta business puis vouloir aider les clients, travailler fort, mais si tu prends pas soin de toi en entour de ta business, si genre tu continues pas à faire tes hobbies que t'aimes, à aller à la chasse, t'aimes ça aller à la chasse, à jouer au soccer, si t'aimes ça jouer au soccer, puis tu te focuses juste sur ta business, puis que tu vois plus tes enfants, ta famille, tes amis, ben c'est sûr que rapidement, tu deviens, tu sais, comme, si ça va pas bien dans le business, ça ira pas bien. T'as plus rien à quoi t'accrocher alentour. Puis on a lancé Au-delà du physique, qui est une entreprise plus fitness sportif, pour au moins travailler le volet santé des gens, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en croissance comme ça, que la santé, elle prend le bord en crise en premier avant tout le reste. Puis, tu sais, quelqu'un qui prend pas soin de lui, qui a pas une bonne routine, qui dort pas bien, qui mange pas bien, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu peux pas dire « Asti, je suis pimpant d'énergie, Asti, je suis top shape, let's go, je m'en vais attaquer ça. » Puis moi, le premier, là, j'ai vécu longtemps comme ça avant. PL, c'est arrivé cette année. Gros changement dans sa vie aussi. Fait qu'on preach beaucoup par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire aider là-dedans. Puis moi, je l'ai vu personnellement récemment. J'ai commencé à faire, je fais beaucoup d'entraînement physique, plus musculation. Avant, là, j'ai commencé à plus focusser sur le cardio récemment. Puis je vois la différence. C'est incroyable l'énergie que j'ai de plus pour investir dans le business, juste parce que j'ai choisi de prendre soin de moi, de mieux manger, puis d'avoir de l'entraînement qui me donne de l'énergie. Puis tabarnane, j'ai hâte de faire des plus grosses heures sans me brûler, là, sans me crisser à terre. C'est vraiment agréable. Non, ça vaut la peine de prendre le temps. Je pense qu'on peut pas se mentir à nous-mêmes trop longtemps. T'sais, là-dedans, moi, je l'ai fait longtemps. Là, je me souviens, dans mes débuts en business, ça, tous les soirs, c'était Boston Pizza. J'étais célibataire dans ce temps-là aussi, mais
Boston Pizza à tous les soirs. On se voyait souvent là dans ce temps-là. Je pense c'est d'ailleurs aussi. Je pense qu'on t'a déjà Oh, on s'est déjà croisé là. On a closé, je pense, ou pas loin de closer H2H au Boston Pizza d'ailleurs. Ou t'as closé. Mais ça, c'était bien après ma séquence. Parce qu'il y a une séquence genre 2017, 2018, 2019, quand je commençais à faire plus d'argent là, en business, vraiment. J'étais là tous les soirs. Là. Pas des jokes, j'allais souper. On a des éléments communs, on s'est déjà croisés. Oh, fort probablement. Puis je prenais plus soin de moi, tu sais. Puis j'arrivais le matin, puis j'ai fait une publication là-dessus l'autre fois, tu sais. J'arrivais dans mes meetings de vente le matin, tellement décrissé que j'étais comme juste... OK, il faut que je show up, tu sais, genre, faut que... Fait que je me faisais à croire que j'étais capable de faire mes meetings, genre, je me mentais à moi-même, mais j'étais pas en forme, là, tu sais, je buvais la veille. Pas que je me couchais à 3h du matin, mais tu s'en vas manger de la malbouffe le soir, tu bois de la bière à tous les soirs, c'est sûr que t'es pas en forme le matin. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça c'est une partie de mon parcours, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis je le vois là avec nos clients, on a 550 clients depuis les 3 dernières années, il y en a beaucoup qui tombent là-dedans, là. C'est facile de dire je vais tomber dans la bière le soir parce que ça me fait du bien, ça me repose le cerveau. Je suis fatigué, je suis stressé, je travaille fort dans ma business. Prends ce chemin-là. De plus en plus, là, ça augmente, puis de manière, ça devient une nécessité au point tel que tu as la misère à fonctionner sans ça, puis que tu fonctionnes sa roue de secours depuis tellement longtemps que tu sais plus c'est quoi fonctionner à 4 roues normal. Puis que là, tu sais, c'est ça qui est arrivé à PL, tu sais, c'est dommage qu'elle peut plus être là aujourd'hui, mais c'est ça qui est arrivé à PL parce que l'année passée, il était comme « Chris, ça va bien, j'ai de l'énergie ». Puis là, 12 mois après, tu sais, on a reparlé de ça, puis comme tabarnak que je pensais que j'étais en forme, mais je l'étais pas, là. Quand je me rends compte, il buvait à tous les soirs, là. Pas, il était alcoolique, en fait, indirectement, mais il buvait 4 bières à tous les soirs, parce que son cerveau, il spinait ben trop vite, et il a besoin de se ralentir. Aujourd'hui, il a perdu genre 50 livres depuis l'année passée. Tabarnak. Ouais. Puis pas en changeant toute sa vie, là, comme en changeant ses habitudes de vie. Puis on a lancé 2 nouvelles business depuis ça. Il y en a du jus, il y en a trop de jus, Carlis. Je vous le prête si vous voulez. C'est bon. Puis je pense que je prendrais la peine d'en parler un peu aussi au niveau de la santé mentale des entrepreneurs. Nous autres, on a vécu des défis dans la dernière année. Le marché de la tech a beaucoup ralenti. On a parlé avec plein de monde dans notre industrie. Puis tu sais, ça n'a pas été une année facile. Les investissements ont ralenti, les nouveaux deals ont rentré moins rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a contacté. On voulait commencer à avoir des initiatives au niveau de la prospection pour essayer d'alimenter notre pipe plus naturellement. Là, le téléphone a moins sonné qu'avant. T'sais. Puis moi, personnellement, ça a quand même eu un impact parce que comment que tu mesures ta performance dans une économie de décroissance où tes ventes sont plus les mêmes qu'avant, puis tu fais de la grosse croissance agressive depuis des années. Là, nous autres, ça fait 5 ans qu'on a lancé la business, puis tout ce qu'on a connu, c'est de la croissance. Ça a été tough de passer à travers cette période-là, puis de pas me dire, Alex, t'es une hostie de merde, t'es pas capable de faire ta job, t'es directeur des ventes, puis tu rentres pas de deal. Tu sais, c'était comme ça que je me parlais au début, tu sais. Parce que tu tapais sa tête oui, fortement. c'était de ma faute. Chris, tes ventes baissent, puis c'est de ma calice de faute, tu sais. Mais, tu sais, au bout du compte, il a fallu que je change, les manières dont je me parlais à moi-même, puis 2, les manières que j'évaluais comment je faisais un bon travail aussi, tu sais. Puis, tu sais, au bout du compte, à Star, c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. T'sais. Je fais-tu mes pré-qualifs comme du monde? Je fais-tu mes suivis avec mes clients comme du monde? Est-ce que je m'applique quand je fais une qualif? Est-ce que je documente bien mes deals pour le reste de l'équipe? Quand je fais un pitch, est-ce que je suis sharp? Est-ce que je suis clair? Est-ce que je communique bien? Est-ce que j'écoute bien le client? T'sais. C'est plus ces éléments-là à Star que j'essaie d'incorporer dans mes pratiques de vente qui vont me définir puis me dire « Ah, OK, Alex, crime, t'es pas si pire que ça. Tu fais une bonne job. Puis crime, si tu continues de faire cette bonne job-là assez longtemps, ben les deals vont commencer à revenir puis ça va closer en malade quand l'économie va revenir. » La vérité, c'est que vous êtes dans une industrie puis dans une clientèle, je vais dire petite, dans le sens que, tu sais, vos clients, c'est pas tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui va avoir besoin de faire un développement d'une application, qui va avoir besoin de... Vous avez quoi, 25, 26 personnes, vous disiez tantôt, d'une équipe de développeurs en arrière de ça. C'est pas toutes les entreprises qui vont rentrer dans votre niche client. Il y a une faible partie de ça. Puis la réalité, c'est que depuis le jour 1, c'est quoi, 2019, vous avez lancé... Vous avez été comme ça, genre non-stop, là, puis les deals rentraient, le téléphone rentrait, puis tu n'avais pas besoin de faire des efforts surhumains pour que ça arrive. Il y a 2 choses là-dedans. À mon avis, il y a eu l'erreur de se fier, en fait, sur ce qui va bien et de ne pas prévoir le jour où ça allait aller mal. Puis pour moi, comme c'est de bâtir justement un système de prospection que peu importe si ton marketing chie, l'économie chie, tout arrête de marcher. Esti, ben c'est comme moi, je vais aller cogner des portes. Demain matin, je perds ma job, je perds tout. Esti, j'ai plus rien.
Mais les courtiers immobiliers, est-ce qu'ils m'ont cogné des portes, m'en faire de l'argent. Fait que je pense que vous aviez pas de stratégie, vous avez pas de rien. Fait que tu t'es tapé sur la tête pour rien, dans le sens que l'erreur, c'est pas que tu rentrais pas de vente, c'est que ça allait tellement bien et que vous avez comme oublié comme le risque potentiel qui en est venu de là. Puis c'est, tu sais, je veux dire, qui pouvait le prévoir? Non, c'était pas facile. Qui pouvait dire, hey, ça s'en vient, là, on fait ça comme ça? Absolument personne. Puis on se fait tout niquer quelque part en business comme ça. Je vais vous donner un exemple bien près de notre réalité. On a un partenaire qui fait du financement, dans le fond, pour nos clients, financement pour les petits entrepreneurs, puis etc., pour qu'ils puissent prendre nos services sans s'endetter, sans abîmer leur cash flow. Puis ça va super bien avec ce partenaire-là. Depuis le jour 1, on a un dossier clean, A+, nos clients payent, tout le monde est content, on a une belle relation avec eux. Du jour au lendemain, ils nous coupent. Parce que dans haute direction, ils ont quelqu'un qui a racheté l'entreprise, ils ont décidé de couper des secteurs d'activité comme nous, formation en ligne, c'est Sketch, chez qui ce monde-là. Du jour au lendemain, on a perdu 50% de notre business. C'est-tu de ma faute aux ventes? Non, Chris. C'est de notre faute opérationnellement. On avait un seul partenaire de financement qui rentrait tous nos clients. Fait que, pour moi, c'est comme un angle mort que j'avais pas vu puis qu'aujourd'hui, j'apprends. Fait que je pense que comme toi, ça va-tu t'arriver encore de pas avoir de système de prospection, de pas aller voir des clients? Ça va jamais t'arriver. Ouais. C'est sûr que ta leçon est là puis tu le sais que la leçon est rentrée. Ça a été tellement dur qu'après ça, c'est le genre d'erreur que tu refais pas 2 fois. Alors, tu vas tout le temps te dire, OK, what's next? Comment je peux... OK, ça va bien. On est capable de générer des clients comme ça. OK, je peux-tu ajouter un autre pilier dans ma stratégie pour solidifier encore plus ma stratégie d'acquisition de clients actuelle? Mais ta question que tu as posée sur comment je fais pour savoir si je fais la bonne job ou j'en fais pas, dans le sens que là, tu as commencé à faire la prospection. Ça fait plusieurs mois là, quand même. Commencé à faire la prospection, puis c'est tough. Là. Ah ouais, c'est fucking dur. Là. D'être dans une industrie, comme je disais, qui est petite, c'est des longs processus de vente. Ça peut prendre des mois, voire des années à closer un deal pour vous, comparativement à beaucoup de monde. C'est très difficile de dire hey, j'ai-tu assez de volume, j'ai-tu assez de rendez-vous à la fin de la journée. Il y a une chose que tu vas savoir, c'est quand tu vas closer tes deals avec tes clients. Quand je dis closer, c'est fermer le deal. Dans le sens, si genre la majorité de mes deals se transforment en boîte pour aucune raison, puis ça donne rien, ben ça va être là de voir qu'est-ce que j'ai fait de bien puis qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que tu es un peu à l'aveuglette. Dans le sens que tu travailles sur des processus de vente qui vont te prendre 6 mois, 12 mois. Tu es en début, en fait, de processus de vente, j'imagine, avec la majorité d'entre eux. Bon, on est en milieu. Il y a des petits deals qui ont été closés souvent. Là. Mais les gros on n'est pas deals, dans les gros deals encore. Là, sont embryonnaires puis ils évoluent dans le moment. Exact. Fait que t'as raison que tu peux pas évaluer la quantité puis voir hey, si ça m'en prend 20, ça m'en prend 30, ça m'en prend 40. Mais une chose que tu peux être sûr, c'est comme... En fait, moi, ce que j'évaluerais, c'est mon utilisation de mon temps. Est-ce que mon temps, il est investi à faire du développement des affaires? Est-ce que je perds mon temps à faire d'autres choses? Si je suis en train de perdre mon temps à faire d'autres choses, comment je peux déléguer ces autres affaires-là puis focusser plus de temps à faire du développement des affaires? Parce que tu le sais que toi, ta job, c'est de planter des graines puis de mettre des lignes à l'eau le plus que tu es capable, évidemment, avec des leads qui sont qualifiés, qui font du sens. Mais genre, j'essaierais de voir comment je peux planter plus de graines. T'es comme le fermier qui, à la fin de l'année, là, dit si j'en plante, là, je vais avoir un pourcentage d'échec là, dans ma récolte, là, mais si je capte d'avoir plus de champs puis plus long, ben je sais que je vais en retirer plus puis je vais en faire plus à la fin. C'est un peu comme ça que je vois dans un processus de vente long et complexe comme celle que vous avez à faire. Puis il y a une question de volume aussi, parce que de la manière qu'on s'est structuré, on est 3 à faire de la prospection, dont un à temps plein, puis moi puis Brandon on automatise pas mal d'affaires, là, mais, ben, vous avez d'autres rôles là-dedans, je mais on comprends. couvre le plus de terrain possible, puis on essaie de trouver l'asti d'épines dans la botte de foin, l'aiguille dans la botte de foin. Mais ça marche. Il faut le faire. Fait que on parlait de vente, de trucs pour la vente. On en a un ici qui a des choses à te proposer. Je sais pas si je t'ai bien introduit, Alex Hogan. C'est le monsieur avec la tuque, là? Exact. Exact. Notre chroniqueur maison. Qu'est-ce que je peux te vendre? J'espère que tu m'as pas amené de quoi de trop fancy. Okay. Non. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais considéré vendeur dans la vie. Okay. Mais force est d'admettre que moi, j'ai eu une entreprise par le passé, puis j'ai beaucoup vendu. Hein. J'ai fait comme plus d'1 million en contrats vendus. Là. Fait que je dois avoir de quoi de naturel. Je dois avoir la twist un petit peu. Fait que je viens ici pour me vendre moi, littéralement en t'offrant mes idées, mes méthodes de vente infaillibles.
puis c'est à toi de décider si tu m'engages dans H2H après. OK. Tantôt, tu t'as donné ton top 2, en fait, des choses à faire pour améliorer tes ventes. Moi, je te présente mon top 3. Donc, ma première technique de vente infaillible, c'est parler plus que le client. Parce que le client a 2 oreilles, mais juste une bouche. Fait que tu parles en premier, tu fais la première offre, tu lui montres que tu es proactif, montre-lui que tu es autonome même. Pas besoin qu'il parle, tu es capable de tenir une conversation tout seul. Okay? Faisons une simulation. OK? Imagine, Nick, t'es le client, moi je suis le vendeur. OK? Fait que je commence. Salut, moi c'est Alex. Salut, ça va? Hey, non, moi j'ai vendu plus d'1 million de deals dans ma vie. On peut dire que je suis un big deal. Mon enfance, j'ai été élevé par mes 2 parents, des loups, dans la forêt sibérienne. J'ai vécu dans une meute jusqu'à mes 18 ans. À la fin, c'était moi le chef de la meute. Puis tu sais ce que ça veut dire avec les loups, ça, hein? Mais là, moi, là, à 16 ans, j'ai commencé à faire du vitronnette. Sais-tu à quel point c'est difficile de vendre du lavage de vitres à des loups? Fin de la simulation 1. Donc voilà, à partir de là, c'est un done deal. Je pense que tu m'aurais acheté n'importe quoi, là, right? Un lavage de fenêtre, peut-être. Ah, c'est bon, OK. Tu sembles un peu sceptique, donc on va tomber dans la deuxième technique. Créer du momentum. Vendre à pression, insister, ne pas laisser le choix. Donc, exemple, on refait une autre simulation. J'arrive, Nick, aujourd'hui, il n'y a personne qui sort d'ici avant qu'il y ait eu une vente. Peu importe qui vend quoi à qui. Fait qu'essaye de me vendre ce crayon-là, je t'écoute. C'est où tu l'as acheté, ce crayon? Technique numéro 1, laisse pas le client parler. Fait qu'à guess, il va falloir que t'achètes la formation. Ça va faire 6 000 $. Ben, je vois que tu t'es fait closer par gestion de patrimoine pour que tu aies un client. C'est un crayon à Alex. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais tu peux même donner un sentiment d'urgence à ton client en disant « Hey, je peux commencer notre mandat tout de suite si tu veux. » Ben, j'ai aucun autre deal en vue. Puis si ça marche pas, tu peux même le faire sentir exclusif. Tu dis « Hey, tu serais mon seul client. On peut commencer quand tu veux. Aujourd'hui, demain. Avant que mon loyer soit dû. Après-demain, n'importe quand. » Ce qui m'amène... J'ai acheté un déjà. Ça marche. Nice. Fait que là, c'est gradué. La dernière, c'est ma 3e et ultime technique, établir sa dominance. En ayant été élevé par des loups, j'ai compris que si je voulais avoir une chance avec les louves, fallait que je sois dominant. Ici, c'est la même affaire pour la vente. Fait que demande à ton client comment il est payé, puis dis-lui que tu fais plus. Demande-lui, hey, le petit char de pauvre dégueulasse dehors, tu le tiens. Mais surtout, insiste sur le fait que t'es un mâle alpha, que t'as déjà été à la tête d'une meute de loups, puis laisse fortement sous-entendre que t'as déjà couché avec une louve. Avec ça, c'est sûr que le client achète. Donc, fin de ma formation rapide. Quand est-ce que je commence chez H2H? Hey, je pense que s'ils prennent un clip de ça, tu vas passer dans le documentaire Télé-Québec là, avec ça en train de faire sur les mâles alpha. Ah oui. Ben, c'est une bonne pub pour Récursive. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais parlez-en. Bon, OK. Mais la semaine prochaine, tu veux, lundi. Ah, c'est bon, OK. C'est un des cold calls, OK, lundi? Ah, OK. Bonjour, avez-vous un animal, un chien à la maison, une louve? Il est malade. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alex. Fac, pas trop déstabilisé. Mais ça, je me suis fait un crayon. Non, Oh, je te tiens, le donne. là. Non, c'est correct. Non, c'est correct, j'ai ça. C'est quoi, c'est IG? Non, ça, c'est RBC. C'est pas avec eux Ah, autres non, que je c'est les ai pas- pas pris, Je finalement. suis pas Non, avec RBC, moi. non j'étais allé avec Desjardins, finalement. Ils m'ont closé. Mais d'ailleurs, c'est un très, très bon vendeur. Je salue Jean-Philippe. Il a vraiment une approche de vente la meilleure. Il m'a fait un deal en plus. J'aime ça qu'on me fasse des deals. J'ai Desjardins? Ouais. Jean-Philippe qui? Jean-Philippe Bonenfant. Ok, non. Je connais un Jean-Philippe qui travaille chez Desjardins. Ben ça, je pense, on en parlait dans un autre podcast, mais tu sais, je pense que les meilleurs vendeurs, ils vendent pas. Là. Tu sais, ils sont vraiment en mode... T'as pas l'impression de te faire vendre. Il faut t'sais. pas. T'es en mode conseil, t'écoutes, tu proposes, mais aussitôt que t'as l'impression que tu te fais vendre quelque chose, c'est là que ça... Il y a une méthode que... Ben, pas de méthode, mais une façon de le visualiser puis de l'expliquer que j'essaie d'apporter davantage ce message-là, mais tu sais, c'est le push versus pull. Si tu pousses le client à vouloir acheter quelque chose comme « Hey, j'ai ci, hey, j'ai ça, ah oui, ça, c'est bon, prends ça, nanana », tu pousses la personne tranquillement vers un achat. Puis il y a une citation, c'est dans The Catalyst de... C'est comment ça s'appelle? Noah Burger, je me souviens plus exactement.
Bref, il dit « When people pushed, they push back ». Fait que si tu pousses sur le monde, donc en français, ça va dire un peu comme les gens aiment ça acheter, mais ils n'aiment pas ça se faire vendre. Donc, c'est le push versus pull. Les bons vendeurs vont poser des questions pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin. Puis tu vas te vendre tout seul. Tu vas toi-même faire « Ah, c'est vrai que c'est de la merde, ça. Ah, ouais, c'est vrai que mon char, il est scrap. C'est vrai que lui, il est beau. » Juste en te posant des questions, pas en disant « Hey, gars, comme il est beau. Hey, gars, fais ci. Hey, achète ça. » Fait que 100%, tu n'auras pas l'impression de te faire vendre, mais un bon vendeur va closer par contre. Fait que, son point qu'il mentionnait tantôt, personne ici sort sans la vente, c'est 100% vrai. mais en fait, c'est pas vrai. La bonne chose à faire, c'est personne sort d'ici sans un oui ou un non. Puis moi, c'est comme ça que je vends. Puis il y en a qui vont appeler ça de la pression. Moi, je vais appeler ça tout simplement de fermer ma vente parce que 90% du monde, peut-être pas dans votre cas parce que vous avez des processus de vente hyper longs, mais si tu vends un char ou tu vends un, je sais pas moi, des formations comme on fait, une fois que la personne a toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision, si elle dit non puis elle s'en va, c'est parce qu'elle veut pas. Si elle dit ouais, je vais aller y penser, c'est parce qu'elle veut pas non plus puis qu'elle veut pas te le dire. Parce que les gens sont tout simplement pas capables de dire non. Si vous saviez le nombre de peut-être que j'ai eu et qui m'ont jamais revenu, genre c'est 90... En fait, 95% du monde qui te disent peut-être vont pas revenir en arrière. Fait il faut qu'à un certain point, tu closes ta vente. Puis moi, quitte à dire, dis-moi non, si tu veux pas l'avoir, j'ai aucun problème avec ça, mais je veux comprendre pourquoi. Mais les gens, ils aiment pas ça décevoir. Surtout, ça, je pense que c'est surtout très culturel ici aussi, là, mais je pense que les gens veulent pas décevoir, puis ils veulent pas se fermer de porte. Mettons qu'ils seraient peut-être intéressés demain matin. Effectivement, t'as 100% raison. Fait que, mais je pense que c'est pas le même partout. Il y a des places qui sont plus... mettons, on en parlait, je pense que c'est le podcast avec David Hervieux, mais mettons, en France, ils vont te le dire si ça fait pas leur affaire. Là, ils vont, États-Unis aussi. Mais au Québec, on est gentil. On veut pas déplaire. On n'est pas capable de dire non. C'est ça qui arrive. Les gens sont pas capables de dire non, tout simplement. Puis c'est comme ça que je forme tout le monde. Va chercher un non. Comme ça, tu seras pas déçu après de faire comme hey, j'ai peut-être des ventes, puis je t'en ai tous les faux espoirs qui viennent avec ça. Close là ta vente, qu'elle soit oui ou que ça soit non. Si c'est non, ben regarde comment tu peux t'améliorer la prochaine fois, faire un meilleur pitch, whatever it is. Puis est-ce que tu t'enlèves de la pression aussi en te disant de toute façon ça va être un non, je vais juste faire le processus de vente du mieux que je peux, comme je le ferais d'habitude, mais aucune pression. Souvent, je suis sûr que ça améliore leur stade de juste se dire je m'en vais chercher le non, mais je vais faire ma job d'ici là. Ah, tu vas avoir plus de oui par le fait même. Tout simplement parce que tu vas avoir confiance en toi. Puis tu sais que tu n'en vas pas pousser le client vers un choix. Puis tu sais, il y a une chose qui est bien importante. Je pas donner toutes les informations, mais quand tu closes un client puis tu demandes d'avoir le oui ou le non, c'est parce que toi, de ton côté, il faut que tu sois absolument convaincu que ton produit, ton service, qu'est-ce que tu fais, ça va l'aider le client. Si tu n'es pas convaincu de faire ça puis que tu es justement en train de qualifier absolument tous les clients puis tu closes pour closer, ben c'est sûr que de demander la vente, c'est comme, tu vas avoir de la misère de le demander parce que c'est là que les gens ont beaucoup de struggle à demander qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne voulez pas aller de l'avant aujourd'hui. Genre, ils sont pas capables d'aller là. Mais si je me place, mettons, à la place d'un client, mais mettons, moi, comme client, c'est ce qui fait que j'ai peur de dire non souvent, c'est que ça me tente pas de m'obstiner. C'est que ça me tente pas nécessairement de dire non, puis que là, le vendeur, c'est comme, OK, mais là, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à nanana, puis gérer mes objections, finalement, fait que je pense que je préfère dire, peut-être, je te laisse, je te reviens, puis tu vas ghoster, puis tu vas plus répondre, puis tu vas me faire chier, puis tu vas me crisser en tabarnak. Exact. Non, mais je sais. Je veux dire, dans un monde, je fais pareil, là, en voulant dire. Ça dépend c'est qui vend. Là, c'est quelqu'un, mettons, que tu fais des affaires avec, que tu as de la. Je veux dire, t'as de l'estime pour la personne. Je vais lui dire non, je vais y expliquer, mais donc quelqu'un que je connaissais pas, voilà une demi-heure, qui essaie de me vendre quelque chose. On va dire, moi, y penser parce que ça me tente pas de m'obstiner avec toi. Non, je te comprends, tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui vivent aussi ce feeling-là, mais je pense qu'il y a une grosse partie, toi, t'es en business, fait que t'es habitué plus de te faire vendre, de travailler avec des entreprises, de vivre ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, leur réflexe, je pense, quelqu'un qui vend justement des toitures, des services résidentiels pour la maison, monsieur, madame, tout le monde, son réflexe, c'est de faire on va prendre le temps, on te revient. Je veux dire, c'est normal, là, c'est normal de donner une réponse sur le moment. Ça sort des normes de comment on consomme normalement. Puis, ben, les gens, il y en a qui vont revenir. J'en ai des clients qui me disent hey, j'ai un super bon taux de closing sur mes retours. Je le sais, tu closes zéro on the spot. Fait que c'est sûr que si t'en laisses partir ça, il y en a qui vont te revenir
Fait que tu sais... Ouais. Ben, c'est un mécanisme de défense aussi, tu sais, parce que veux pas, tu joues sur l'émotion là, quand tu fais du door-to-door ou du, tu sais, de la vente. La vente en général, tu joues sur les Mais machines. Ouais, mais c'est ça Mais la ce que je veux vente. dire, c'est que tu joues sur l'instant présent. Là. C'est comme, hey, tu sais, tu joues sur l'émotion que la personne, tu y fais vivre en live, tu sais. Puis ça se peut que, tu sais, ça dépend de ce que tu vends, là, mais ça se peut que si tu closes pas là, tu closeras jamais juste parce que là, elle a C'était l'émotion, là, elle a l'émotion pour acheter, tu sais. Puis c'est pour ça, tu sais, si tu regardes le flip side, tu sais, les recommandations que les gens ils donnent souvent, c'est, mettons, toi, en tant que consommateur, toute dépense de. Là, tu peux mettre le Attends chiffre que 7 tu jours. veux. Mais c'est ça, c'est, mettons, toute dépense de plus que 500$, attends toujours systématiquement 7 jours avant de la faire. Si dans 7 jours, tu es encore convaincu de la faire, vas-y. Mais si c'est là parce que tu as un trip ou T'es sur t'es, Black Friday! ben, c'est ça, tu sais. Là, ben, c'est peut-être pas la meilleure décision que tu vas prendre de ta vie. Tu sais. Non, mais c'est définitivement les bons trucs que je ne donne pas aux gens. Faites pas ça à la maison. Non, mais sérieusement, tu sais, moi, ce que j'aime pas en vente, c'est genre le faux mot. C'est comme, le deal s'en va demain, nanana, sinon tu le perds. Genre, ça m'écoeure tellement ça, parce que c'est comme, ta gueule, ton esti de deal, il va être bon encore dans 3 jours. Tu vas me revenir me voir pour me le vendre. Puis là, on fait une formation que pour de vrai, genre, mes portes, ils ferment. Puis là, on est-tu jeudi, non, le mercredi, demain, genre, ça ferme parce que j'ai pas le choix, c'est une petite cohorte, puis genre, faut que je commence avec ce groupe-là, je peux pas en prendre d'autres. Fait que là, je me sens quasiment genre imposteur de dire les portes ferment, mais c'est vrai qu'ils ferment. Je suis comme, si, c'est moi qui fais ça. Les magasins vente de fermeture, que ça fait 3 ans qu'ils sont en vente de fermeture. Ils sont tout le temps de même. Ils sont tout le temps de même. C'est ça leur modèle d'affaires, de fermer. Sûrement que c'est des vendeurs de meubles en plus. C'est déjà l'affection. Pauvre vendeur de meubles. Écoute, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Merci à vous Nico. autres. Tu as quelque chose à plugger avant qu'on finisse? Ben écoute, à HDH Academy sur les plateformes, on a un podcast d'ailleurs, HDH Academy Podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Instagram principalement où on répond assez vite. Si vous avez des questions sur la vente, si vous pensez que peut-être qu'on pourrait vous aider, ben écrivez-nous. Ça se peut que oui, ça se peut que non. On n'a aucune idée. Sinon, Nicolas Aubin directement. Il va vous qualifier. Ou vous disqualifier. Fort probable. C'est pour ça que je mettais un beau peut-être juste avant. Tranche de vie, là, initialement, quand vous nous avez qualifiés, justement, la première fois que vous nous avez dit, c'est on peut pas vous aider. Si vous faites pas shifter vos services vers une autre direction, on peut pas vous aider. Puis là, on était comme, ouais, mais on a vraiment le goût de travailler. Je sais, puis elle me dit, je les ai disqualifiés. J'étais comme, OK, pourquoi? Ben, je peux pas rien faire avec ça, avec le service, parce que c'était votre grosse crise d'offre, genre hyper personnalisée, là, c'était sûr qu'on... Ok, ouais. C'est parce que vous êtes product-led. On veut travailler avec vous autres, peu importe. Nous, on veut pas travailler avec vous autres. Non, c'est pas vrai. Écoute, merci d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Fait qu'on se dit au prochain Faux Départ. Merci. Merci.